Il existe des silences plus profonds que ceux du vide, des traces plus anciennes que les ruines visibles. Avant Sumer, avant les premiers rois, avant même que l'écriture n'imprime son souffle sur l'argile, il y eut peut-être autre chose, un peuple dont nous avons oublié le nom, une civilisation dont les fondations reposaient sur des savoirs que nous croyons nôtres. Leur mémoire se devine dans l'ombre des mythes, dans la géométrie des temples enfouis, dans le langage muet des pierres dressées vers les cieux. Et si notre histoire n'était qu'un second commencement, si l'humanité n'était que l'écho tardif d'un âge plus ancien, plus vaste, presque effacé, ce voyage n'apporte pas de certitude. Il ouvre une porte vers un passé dont le souvenir nous observe encore. Il existe au seuil de notre mémoire collective une frontière si mince qu'elle se confond avec l'oubli. Au-delà de cette ligne fragile, le récit s'efface, les certitudes se dissolvent, et ce que nous appelons l'histoire cesse d'être un guide. Car l'histoire, telle que nous la connaissons, ne commence qu'avec les premières écritures, les premiers royaumes, les premières de chroniques tracées sur l'argile ou le papyrus. Avant cela, il n'y aurait, dit-on, que la préhistoire. Une immensité sauvage peuplée d'hommes primitifs, nomades, muets, incapables de bâtir autre chose que des abris de fortune ou des outils rudimentaires. Pourtant, cette vision confortable vacille. Des indices épars, ténus mais insistants, suggèrent qu'avant l'aube officielle de la civilisation, un autre monde a peut-être existé. Organisé, savant et profondément oublié. À mesure que l'on creuse les sols et que l'on fouille les strates les plus anciennes de la Terre, surgissent comme des traces qui ne devraient en pas être là. Des constructions monumentales, antérieures à toute cité connue, des artefacts dont la sophistication ne s'accorde pas avec l'époque supposée, des légendes communes à des peuples séparés par des océans. Ces fragments ne racontent pas une histoire complète, ils chuchotent une possibilité, celle d'une humanité qui aurait connu l'ordre avant le chaos, la science avant le mythe, la mémoire avant l'écriture. Longtemps, les archéologues ont tenu pour acquis que les civilisations naquirent dès l'Inde vers 3500 avant notre ère, avec Sumer, l'Égypte et l'Indus. Avant cela, l'humanité n'aurait été qu'un animal social parmi d'autres, incapable d'édifier des cités, d'observer les étoiles ou d'organiser de vastes sociétés. Pourtant, des lieux comme Göbekli Tepe, en Anatolie, datés de plus de 11 000 ans, remettent tout en question. Là, bien avant l'invention supposée de l'agriculture, des bâtisseurs ont érigé d'immenses temples circulaires, taillés dans la pierre avec une précision que l'on croyait réservée à des sociétés bien plus récentes. Qui étaient-ils ? Pourquoi ont-ils construit puis enfoui volontairement leurs œuvres ? Et comment, sans écriture ni route, ont-ils coordonné un tel projet ? Certains diront que ces découvertes ne sont que des anomalies, des exceptions qui confirment la règle. Mais leur nombre grandit. Les mégalithes de Gunung Padang, en Indonésie, semblent précéder de plusieurs millénaires les premières de pyramides d'Égypte. Les structures englouties au large de Yonaguni, au Japon, témoignent peut-être d'une architecture préhistorique disparue sous les flots à la fin de la dernière ère glaciaire. Et que dire des cartes médiévales, comme celle de Piri Reis, qui représentent des côtes antarctiques libres de glace, telles qu'elles étaient il y a plus de 10 000 ans. Ces éléments pris isolément pourraient en être relégués au rang de curiosité. Ensemble, ils dessinent une silhouette dans le brouillard, celle d'une humanité antérieure à notre mémoire, dotée d'une compréhension du monde qui semble dépasser son époque. Certains chercheurs alternatifs parlent d'une civilisation mère, d'un foyer primordial dont seraient issues les cultures ultérieures. Non pas une Atlantide mythique surgie de l'imaginaire, mais une société bien réelle née avant la grande montée des eaux, dont les vestiges ont été effacés par les catastrophes climatiques qui ont marqué la fin du Pléistocène. Cette hypothèse ne s'oppose pas nécessairement à la science, elle l'invite simplement à regarder plus loin. Car l'idée d'une humanité avancée bien avant Sumer ne contredit pas l'évolution humaine, elle l'enrichit. Elle suggère que notre intelligence, notre créativité, notre capacité à bâtir des mondes ne sont pas des fruits récents, mais des dons anciens, réitérés à travers les âges. Peut-être notre histoire n'est-elle pas une ligne droite, mais une série de cercles, des apogées suivis d'effondrements, des renaissances effaçant les traces des précédents âges. Les mythes les plus anciens semblent étrangement en accord avec cette idée. Presque toutes les civilisations, des Mayas aux Mésopotamiens, parlent d'un âge d'or oublié, d'une ère où les dieux ou les ancêtres marchaient parmi les hommes,
et leur enseigner comment les arts doivent explicar de la civilisation. Ces récits, longtemps considérés comme des fables, pourraient-ils être des souvenirs altérés, transmis à travers les millénaires, d'un peuple réel aujourd'hui perdu? Même les récits bibliques, comme celui du déluge, ou ceux d'Oan, le sage venu de la mer chez les Sumériens, semblent me porter l'écho d'une rencontre entre des peuples disparus et les premiers rebâtisseurs connus. Il est également possible que ces dieux n'aient jamais été surnaturels. Peut-être étaient-ils simplement les survivants d'un monde plus ancien, porteurs d'un savoir oublié, que les peuples néolithiques ont interprété comme divin. Ce qui pour eux relevait du miracle n'était peut-être que la mémoire d'un âge de connaissance. Et si ces survivants avaient transmis leur savoir, l'agriculture, l'astronomie, la géométrie, aux cultures naissantes, cela expliquerait pourquoi tant de civilisations distinctes ont soudainement émergé avec des compétences avancées, sans évolution progressive apparente. Ce scénario ne relève pas de la fantaisie. Nous savons que la Terre a connu des cataclysmes majeurs vers la fin de la dernière ère glaciaire. Des impacts de météorites, des déluges, des changements climatiques rapides ont pu anéantir des sociétés entières, réduisant leurs survivants à des groupes épars. Si ces peuples avaient atteint un haut degré d'organisation, leur disparition soudaine aurait laissé peu de traces durables, car le temps et l'érosion n'épargnent rien. En 10 000 ans, même nos villes modernes deviendraient méconnaissables. Alors, que reste-t-il d'eux? Des pierres dressées contre le ciel, des alignements d'étoiles gravés dans la terre, des récits transmis par des générations qui n'en comprenaient pas plus le sens. Peut-être que la plus grande partie de notre passé sommeille encore sous les océans, englouti quand la fonte des glaces fit monter les mers de plus de 100 mètres. Peut-être que les bibliothèques de cette civilisation oubliée reposent aujourd'hui sous les sables du Sahara ou les jungles impénétrables d'Amazonie. Rien n'assure que nous trouverons un jour des preuves irréfutables de leur existence. Mais l'idée même qu'elles puissent exister transforme notre regard. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas un récit clos, mais un livre dont les premières pages ont été arrachées. Elle nous invite à l'humilité, à reconnaître que ce que nous savons n'est qu'un fragment, que sous nos pieds s'étendent des millénaires de silence et de possibles. Dans ce silence, certaines questions résonnent plus fort. Qui était Cnil? Pourquoi ont-ils disparu? Et surtout, que reste-t-il de leur héritage en nous? Peut-être ne sommes-nous pas simplement leurs descendants biologiques, mais aussi les porteurs de leur mémoire, une mémoire profondément enfouie, attendant d'être réveillée. Car si une civilisation a précédé Sumer, elle n'a peut-être jamais complètement disparu. Elle vit encore dans nos mythes, dans nos intuitions les plus anciennes, dans notre soif de comprendre les étoiles et de bâtir des monuments qui défient le temps. Et c'est peut-être cela leur ultime message. Même oubliée, une civilisation laisse une empreinte, pas seulement dans la pierre, mais dans l'esprit humain lui-même. Ainsi, derrière les ombres de l'histoire, se dessine l'idée troublante que nous ne sommes pas les premiers, seulement les derniers à marcher sur ce chemin. Et si nous voulons comprendre notre avenir, il nous faudra peut-être d'abord retrouver ces pas effacés et écouter ce que le silence sous nos pieds tente encore de nous dire. Dans la partie suivante, nous suivrons ces traces, plus loin encore, vers les souvenirs diffus d'un monde sans nom, un monde dont l'écho continue de résonner à travers le temps. Dans le silence profond des millénaires, il existe des voix qui ne parlent plus. Elles murmurent pourtant encore, à travers la pierre, les mythes et les formes d'un monde que nous ne comprenons plus. Elles appartiennent à une humanité dont le souvenir s'est dissous dans l'oubli, à une civilisation dont même le nom nous échappe. Pourtant, son empreinte est partout, dans les légendes les plus anciennes, dans les traditions qui traversent les continents, dans les symboles identiques qui apparaissent chez des peuples séparés par des océans. Tout semble indiquer qu'avant les civilisations connues, un autre ordre a existé, ancien et silencieux, dont les traces demeurent enfouies sous le tissu de notre mémoire collective. Les premiers indices de ce monde sans nom ne se trouvent pas seulement dans les ruines, mais dans les récits, transmis de génération en génération. Presque toutes les grandes cultures racontent une même histoire, celle d'un âge révolu, d'un temps où des êtres venus d'ailleurs, parfois du ciel, parfois de la mer, parfois des profondeurs, enseignèrent à l'humanité les arts de l'agriculture, de l'architecture, de la navigation et de l'écriture. En Mésopotamie, on parle d'Oannès, le maître qui sortit des eaux pour éduquer les hommes. En Égypte, Thoth transmit la connaissance du langage et des étoiles. Les peuples d'Amérique du Sud évoquent Viracocha, le dieu barbu venu de l'océan, porteur de lois et de sagesse.
Sur d'autres continents, d'autres noms racontent la même trame. Quetzalcoatl, Enki, Osiris ou encore les mystérieux Nommo des traditions africaines. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la similitude des récits, mais leur constance. Partout, des êtres anciens apparaissent après une grande catastrophe pour transmettre à l'humanité les fondements de la civilisation. Ces histoires sont-elles de simples mythes nés de l'imagination humaine, ou sont-elles les souvenirs déformés d'un peuple réel, disparu depuis de si longtemps que sa mémoire ne subsiste qu'en légende? Si l'on considère que les mythes sont souvent des récits codés, conservés au fil du temps pour transmettre des vérités profondes, alors leur récurrence prend une signification différente. Elle pourrait bien être l'écho atténué d'un monde antérieur dont les survivants ont choisi d'enseigner aux générations futures avant de s'effacer. Il est frappant de constater que les cultures anciennes semblent avoir possédé des connaissances qu'elles ne devraient pas avoir eues. Les Sumériens connaissaient l'existence de toutes les planètes du système solaire bien avant l'invention du télescope. Les anciens Égyptiens orientaient leurs monuments avec une précision astronomique qui étonne encore les ingénieurs modernes. Les constructeurs de Stonehenge avaient compris les cycles lunaires et solaires avec une exactitude remarquable. Comment expliquer de telles prouesses chez des sociétés que l'on décrit souvent comme primitives? Peut-être avaient-elles hérité d'un savoir plus ancien, transmis par ceux qui avaient vécu avant elles. Il existe également des traces matérielles de ce monde oublié, bien que fragmentaires. Les mégalithes éparpillés à travers la planète, des plaines d'Angleterre aux jungles d'Amazonie, semblent suivre un langage commun. Alignement précis avec les astres, proportions géométriques universelles, symboles partagés. Certains chercheurs y voient une preuve d'échange culturel ou de coïncidence. D'autres pensent qu'il s'agit des vestiges d'un même savoir originel répandu par une civilisation antérieure qui a disparu sans laisser de traces écrites. Même des cultures séparées par des milliers de kilomètres partagées en des motifs identiques. Serpents ailés, disques solaires, spirales, figures humanoïdes portant des objets célestes. Ces symboles ne sont pas de simples décorations. Ils racontent quelque chose, un langage oublié qui relie des peuples très éloignés dans le temps et l'espace. L'absence de nom pour ce monde ancien n'est pas un hasard. Ce que nous ne pouvons nommer, nous avons tendance à ignorer. L'histoire officielle, limitée par les archives écrites, commence tardivement et laisse des millénaires dans l'ombre. Ce vide est rempli par des hypothèses, mais aussi par l'orgueil de notre propre époque, qui refuse souvent d'admettre que d'autres, bien avant nous, ont pu atteindre un haut degré de sophistication. Pourtant, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Beaucoup de ce que nous cherchons dort peut-être encore sous les sables des déserts, sous les glaciers ou sous les océans qui ont englouti d'anciens rivages à la fin de la dernière glaciation. Les géologues estiment que le niveau des mers a monté de plus de 100 mètres il y a environ 12 000 ans. Des continents entiers ont été remodelés. Des côtes habitées ont disparu sous les vagues. Si des cités anciennes existaient le long de ces rivages, elles gisent désormais sous des centaines de mètres d'eau, hors de portée de nos fouilles. L'archéologie moderne n'a exploré qu'une infime partie des fonds marins. Qui sait quelles histoires silencieuses y sommeillent encore? Peut-être que les noms oubliés de ce peuple perdu reposent là, gravés sur des pierres qui n'ont pas vu la lumière depuis 10 millénaires. Il est également possible que ce monde sans nom n'ait jamais été une civilisation unique, mais un réseau de cultures avancées qui partageaient des idées, des croyances et des savoirs. Des groupes humains, séparés par des distances immenses, auraient pu entretenir des liens bien avant ce que nous croyons possible. Des navigateurs d'un autre âge, sillonnant les mers dans des embarcations dont nous avons perdu toute trace, auraient rendiffusé des techniques, des symboles et des connaissances. Cela expliquerait pourquoi les pyramides apparaissent simultanément en Égypte, en Mésopotamie et en Amérique latine, pourquoi des motifs identiques se retrouvent dans des régions qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais ce monde ne se résume pas à des pierres ou à des mythes, il habite aussi en nous. Certaines intuitions humaines, le besoin de bâtir vers le ciel, l'obsession des cycles cosmiques, la fascination pour les nombres et les formes parfaites, semblent trop profondes pour être récentes. Elles pourraient être les souvenirs enfouis d'un savoir ancien, transmis non par l'écriture, mais par la mémoire collective, par les rêves et les symboles. Peut-être que lorsque nous dressons un monument, lorsque nous observons les étoiles, nous répétons inconsciemment des gestes vieux de dizaines de millénaires. Il est troublant de penser que notre civilisation pourrait être,
non pas la première, mais la dernière d'une longue lignée dont nous ignorons presque tout. Cette perspective change tout. Elle renverse l'idée de progrès linéaire et suggère que nous ne sommes que les héritiers d'une histoire cyclique, faite de naissances, d'apogées et d'effondrements. Si d'autres sociétés ont existé avant nous, elles ont disparu. Et leur disparition devrait nous interpeller. Qu'est-ce qui a causé leur chute? Une catastrophe naturelle? Leur propre hubris? Ont-elles atteint un point de non-retour dont nous nous approchons à notre tour? Dans le silence qui entoure ces questions, une vérité se dessine. Ce monde sans nom ne nous est pas totalement étranger. Il est en partie notre passé et peut-être aussi notre futur. Son écho nous appelle à regarder au-delà des frontières de l'histoire écrite, à chercher dans les ténèbres ce qui pourrait encore être découvert. Peut-être que là, dans l'obscurité de notre mémoire collective, se trouve la clé de ce que nous sommes vraiment. Alors que nous avançons dans cette exploration, nous comprendrons que ces échos ne sont pas seulement ceux d'un monde perdu. Ils sont ceux de l'humanité elle-même, parlant à travers le temps, rappelant qu'avant les royaumes, avant les empires, avant même que le mot civilisation n'existe, il y eut autre chose, quelque chose de vaste, de complexe et de silencieux, quelque chose dont nous portons encore la trace. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous descendrons plus profondément encore dans ces souvenirs effacés, vers les traces matérielles et spirituelles de ce monde oublié, vers les preuves enfouies qui pourraient révéler de ce qu'il fut vraiment. Car si nous voulons comprendre qui nous sommes, il nous faut d'abord retrouver ce que nous avons perdu. Dans la poussière des millénaires, avant que les scribes sumériens ne gravent en les premiers signes sur l'argile humide, le monde portait déjà les marques d'une histoire plus ancienne. Une histoire qui n'a pas de chronique, pas de roi, pas de date. Elle vit dans la pierre, dans l'alignement des temples oubliés, dans les mythes qui refusent de mourir. Elle existe dans les interstices de notre savoir, comme une présence silencieuse qui se laisse deviner mais jamais saisir. Avant Sumer, bien avant ce que nous appelons l'histoire, quelque chose s'est produit. Quelque chose d'assez grand pour modeler le destin des générations à venir, puis disparaître presque sans laisser de traces. Le récit traditionnel place la naissance de la civilisation autour de 3500 avant notre ère dans la plaine de Mésopotamie. Là, les premières cités s'élèvent, l'écriture apparaît, l'administration s'organise, c'est le commencement du monde que nous connaissons. Pourtant, ce récit laisse dans l'ombre des millénaires entiers, comme si rien n'avait existé avant. Or, de plus en plus de découvertes archéologiques brouillant cette frontière nette entre préhistoire et civilisation. Elle révèle un des peuples capables de bâtir, d'observer, de planifier, longtemps avant l'apparition des rois sumériens. Göbekli Tepe, en Anatolie, est l'un des exemples les plus fascinants. Découvert à la fin du XXe siècle, ce site monumental daté de plus de 11 000 ans bouleverse toutes les chronologies établies. Bien avant l'agriculture, bien avant la poterie, des groupes humains ont érigé d'immenses cercles de pierre, ornés de bas-reliefs complexes représentant des animaux et des symboles énigmatiques. Le plus étrange n'est pas seulement leur existence, mais leur signification. Pourquoi des chasseurs-cueilleurs auraient-ils investi tant d'efforts pour construire un temple? Et pourquoi l'ont-ils ensuite recouvert intentionnellement, comme pour protéger un secret? Göbekli Tepe est un paradoxe. Il suggère qu'un savoir rituel, astronomique ou symbolique existait déjà, transmis peut-être par une source encore plus ancienne. Ce site n'est pas une exception isolée. Dans les forêts de Bornéo, dans les Andes, sous les sables d'Égypte, d'autres structures défont notre chronologie. Les pyramides de Caral, au Pérou, datent de près de 5000 ans, et leur complexité égale celle des cités sumériennes. Les sites de Mehrgarh, au Pakistan, témoignent d'une culture agricole avancée bien avant la vallée de l'Indus. En Chine, les vestiges de Liangzhou montrent des systèmes hydrauliques sophistiqués datant d'un millénaire avant les dynasties classiques. Pris ensemble, ces exemples dessinent un paysage bien plus riche que celui d'une naissance unique de la civilisation. Mais il existe des indices encore plus anciens, plus difficiles à interpréter. Certaines cartes médiévales, comme celle de Piri Reis, semblent représenter des régions polaires avec une précision impossible pour leur époque, suggérant l'existence de sources géographiques disparues. Des monuments comme ceux de Nabta Playa, dans le désert nubien, sont alignés avec des constellations comme Orion des millénaires avant les premières ziggourats. Même certaines légendes autochtones, lorsqu'elles sont croisées avec des données géologiques, semblent faire référence à des événements réels,
comme des déluges ou des déplacements continentaux survenus bien avant l'écriture. La mémoire de ces sociétés a peut-être survécu non pas sous forme de texte, mais de mythes. De nombreuses civilisations antiques racontent l'histoire d'un âge d'or détruit par une catastrophe, suivi par la réémergence de l'humanité guidée par des êtres porteurs de savoir. Ces récits, souvent rejetés comme des contes, pourraient en être les échos d'une tradition beaucoup plus ancienne. L'histoire d'Atlantide rapportée par Platon, bien qu'enrobée de symbolisme, pourrait contenir une part de vérité, non pas celle d'un continent fabuleux englouti par la mer, mais celle d'une culture avancée disparue à la suite d'un cataclysme global. La fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans, fut marquée par des bouleversements climatiques d'une ampleur inimaginable. Les calottes polaires fondirent rapidement, faisant monter le niveau des mers et redessinant les continents. Des régions entières furent submergées, des écosystèmes bouleversés. Si une civilisation florissante avait existé dans les zones côtières, comme c'est le cas pour la plupart des sociétés humaines, elle aurait été effacée sans laisser de traces visibles. L'idée qu'un tel monde ait pu exister n'est donc pas seulement plausible, elle est presque inévitable. Des indices archéologiques sous-marins commencent d'ailleurs à émerger. Au large de l'Inde, près de la ville de Dwarka, des structures englouties témoignent d'un passé plus ancien que prévu. Près de Cuba, des formations rectilignes sous-marines ressemblent à des constructions humaines. Au Japon, les mystérieuses terrasses de Yonaguni, bien qu'encore débattues, pourraient être les restes d'un complexe architectural daté d'avant la montée des eaux. Si ces sites étaient confirmés, ils changeraient radicalement notre compréhension du passé. La mémoire de ces peuples anciens n'est pas seulement enfouie sous les océans. Elle pourrait aussi être gravée dans notre patrimoine génétique. Des études récentes suggèrent que certaines migrations humaines se sont produites bien plus tôt qu'on ne le pensait, et que des contacts ont eu lieu entre des populations éloignées dès la fin du Paléolithique. Ces mouvements pourraient avoir favorisé la diffusion d'un savoir ancien, transmis de groupe en groupe, réinterprété, adapté, mais jamais totalement perdu. Peut-être que notre capacité à bâtir, à compter, à observer les étoiles ne date pas de Sumer, mais d'une tradition beaucoup plus ancienne dont nous avons oublié l'origine. Cette idée dérange parce qu'elle brouille les frontières entre ce que nous croyons connaître et ce que nous ignorons. Elle nous oblige à repenser la notion même de début. Peut-être n'y a-t-il jamais eu de commencement unique, mais une série de renaissances successives. Chaque civilisation ne serait alors qu'une variation sur un thème très ancien, une tentative de reconstituer un savoir oublié. Les Sumériens, dans cette perspective, ne seraient pas les inventeurs de la civilisation, mais ses héritiers, des héritiers qui auraient reçu, consciemment ou non, les fragments d'une mémoire beaucoup plus ancienne. Il est possible que nous ne retrouvions jamais de preuves définitives de cette civilisation originelle. Le temps, l'érosion, les catastrophes naturelles ont effacé l'essentiel de ces traces, mais le peu qui subsiste suffit à éveiller des questions profondes. Pourquoi certaines structures mégalithiques sont-elles orientées avec une précision astronomique que l'on ne retrouvera plus avant des millénaires? Comment expliquer la présence de connaissances avancées dans des cultures isolées? Pourquoi les mythes des peuples les plus éloignés se répondent-ils avec une telle précision? Ces questions, même sans réponse, changent dans notre manière de voir le monde. Elles nous rappellent que l'histoire n'est peut-être qu'un récit partiel, que sous les chroniques écrites se cache une trame plus vaste tissée sur des dizaines de millénaires. Elles nous invitent à l'humilité. Notre civilisation n'est pas le sommet d'une évolution linéaire, mais peut-être seulement la plus récente des nombreuses expressions de l'intelligence humaine. Ce qui est certain, c'est que l'héritage de ce passé oublié n'a pas complètement disparu. Il vit dans notre architecture, dans nos mythes fondateurs, dans nos rituels, et peut-être même dans notre désir de comprendre l'univers. Il nous pousse à explorer, à fouiller, à questionner, comme si une part de nous savait que quelque chose d'essentiel manque à notre récit. Dans les profondeurs de la mémoire humaine, avant Sumer, avant les premiers empires, se trouve un fil ténu reliant notre présent à un passé effacé. C'est ce fil que nous suivrons encore dans les chapitres à venir vers les cités enfouies sous la poussière du temps, ces lieux où l'ombre d'une humanité oubliée attend d'être redécouverte. Il existe au-delà de nos cartes et de nos chronologies des villes dont nous ne connaissons pas les noms, des lieux qui furent autrefois vivants, habités, éclairés par des feux que nul ne ravive aujourd'hui. Elles reposent désormais dans le silence, englouties sous les sables, sous les forêts, sous les vagues. Pourtant, elles furent réelles.
Leurs rues furent foulées par des milliers d'êtres humains, leurs temples furent des centres de savoir, leurs places résonnèrent dans de voix aujourd'hui éteintes. Ces cités perdues ne sont pas de simples mythes, elles sont les témoins d'un passé que nous avons oublié, d'une mémoire que la terre a lentement recouverte. La découverte de telles villes bouleverse toujours nos certitudes, car elles apparaissent là où l'histoire ne prévoyait rien, surgissant d'un passé supposé vide. Des ruines monumentales s'élèvent soudain d'un désert qui semblait stérile, des temples émergent de jungles impénétrables, des structures s'étendent sous les vagues où il ne devrait y avoir que sable et corail. Elles nous obligent à réécrire nos récits, à admettre que nous avons sous-estimé la profondeur et la complexité de l'expérience humaine. L'un des exemples les plus fascinants est celui de Mohenjo-Daro, dans la vallée de l'Indus. Découverte au début du XXe siècle, cette cité fut bâtie il y a plus de 4 millénaires, bien avant l'essor de Rome ou d'Athènes. Ses rues étaient tracées selon un plan régulier, son système d'égouts rivalisait avec ceux de certaines villes modernes, et ses bâtiments étaient construits avec une précision qui témoigne d'une connaissance avancée de l'urbanisme. Pourtant, aucun palais, aucun temple monumental n'a été retrouvé, et les habitants ont disparu sans laisser d'explication claire. Cette disparition soudaine, sans trace de guerre ni d'invasion, reste un mystère. Plus mystérieuses encore sont les cités dont l'existence précède de beaucoup l'apparition de l'écriture. Dans les forêts d'Amazonie, des archéologues ont récemment découvert des structures géométriques massives, des réseaux de routes et de canaux qui suggèrent l'existence d'une société complexe bien avant l'arrivée des Européens. Ces cités précolombiennes, longtemps considérées comme des légendes, furent en réalité des centres florissants de culture et d'échanges. Leur disparition pourrait être liée à des changements climatiques ou à des effondrements écologiques, mais leur existence témoigne de l'ingéniosité humaine dans des régions que l'on croyait vierges. Sous les sables du Sahara, d'autres villes sommeillent. Des images satellitaires ont révélé les traces d'anciennes rivières et de vastes zones agricoles aujourd'hui englouties par le désert. Des sites comme Zerzura, la cité blanche des anciens textes arabes, n'ont jamais été localisés, mais leur mention persistante dans les traditions suggère qu'elles ont existé. Si elles venaient à être découvertes, elles pourraient réécrire l'histoire du continent africain, en révélant l'existence de cultures urbaines bien plus anciennes que celles connues jusqu'ici. Mais ce ne sont pas seulement les sables ou les forêts qui cachent des mondes perdus. Les océans eux-mêmes sont d'immenses bibliothèques d'histoire englouties. Au large de l'Inde, dans le golfe de Kambat, des explorations sous-marines ont mis au jour des structures rectilignes et des artefacts humains datant de plusieurs milliers d'années avant les premières cités connues. Bien que leur nature fasse encore débat, certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir des restes d'une ville préhistorique submergée lors de la montée rapide des eaux à la fin de la dernière glaciation. Plus au nord, dans la mer du Nord, s'étendait autrefois une vaste plaine aujourd'hui disparue, Doggerland. Il y a 10 000 ans, cette région fertile reliait la Grande-Bretagne au continent européen. Des outils, des ossements et même des traces d'habitation y ont été retrouvés, témoignant de l'existence d'une population nombreuse. Lorsque les glaces fondirent et que le niveau de la mer monta, Doggerland fut lentement englouti. Ses habitants durent y fuir ou périr, emportant avec eux leurs histoires, leurs savoirs, leurs traditions. Nous ne savons presque rien d'eux, sinon qu'ils furent parmi les premiers Européens à vivre dans une société organisée. Peut-être la plus intrigante de toutes ces cités disparues est-elle celle dont nous ignorons tout, sinon son existence supposée. Les récits d'Atlantide transmis par Platon évoquent une civilisation puissante et éclairée, détruite en un seul jour et une seule nuit par des forces cataclysmiques. Bien que la plupart des historiens considèrent cette histoire comme une allégorie, certains pensent qu'elle pourrait être fondée sur des souvenirs réels, transmis et transformés au fil des générations. Peut-être Atlantide n'était-elle pas un continent fabuleux, mais l'une des nombreuses sociétés côtières détruites par les bouleversements climatiques de la fin de l'ère glaciaire. Les cités perdues ont ceci de troublant qu'elles défient autre que notre conception de l'histoire. Elles montrent que les sociétés humaines ont bâti, innové et parfois disparu bien avant que nous ne commencions à écrire leur histoire. Elles révèlent que l'oubli n'est pas l'exception mais la règle. La plupart des cultures ayant existé ont disparu sans laisser de traces. L'écriture, l'architecture monumentale, la pierre elle-même ne sont pas des garanties d'immortalité. Tout s'efface, tôt ou tard. Pourtant, ces disparitions ne sont pas toujours définitives. Chaque fois qu'une cité oubliée réapparaît, elle change notre compréhension de nous-mêmes.
Elle nous rappelle que nous ne sommes pas les premiers à avoir rêvé, construit, organisé. Elle nous enseigne que la civilisation n'est pas un miracle isolé, mais un phénomène récurrent, une pulsation constante dans l'histoire humaine. Peut-être que notre monde actuel n'est qu'une couche parmi d'autres, une étape dans une longue série de renaissances et d'effondrements. Le fait que tant de ces villes soient restées cachées si longtemps pose aussi une question fondamentale. Combien d'autres dorment encore sous nos pieds ? À peine avons-nous exploré une fraction de la surface terrestre, et encore moins les profondeurs marines. Chaque année, de nouvelles découvertes remettent en cause des idées que l'on croyait acquises. Il est probable que les plus grandes révélations ne sont pas derrière nous, mais à venir. Peut-être un jour retrouverons-nous des cités si anciennes qu'elles rendront Göbekli Tepe moderne en comparaison. Peut-être découvrirons-nous des bibliothèques de pierre contenant des connaissances oubliées, des outils dont nous ne comprenons plus l'usage, des preuves d'un savoir qui précéda tout ce que nous croyons savoir. Peut-être même que certaines légendes, que nous avons reléguées dans nos domaines de l'imaginaire, s'avéreront être des souvenirs déformés d'un passé réel. Dans la poussière du temps, chaque pierre déplacée, chaque ruine révélée, chaque cité redécouverte est une fenêtre ouverte sur ce passé oublié. Elle nous enseigne l'humilité. Nous ne sommes que les héritiers d'une longue lignée de bâtisseurs, dont la plupart ont été effacés par le vent, l'eau et l'oubli. Elle nous rappelle aussi que la disparition n'est pas synonyme de fin. Même oubliées, ces civilisations continuent d'exister à travers nous, dans nos villes, nos lois, nos rêves. Et lorsque nous marchons dans les rues de nos mégalopoles modernes, nous devrions peut-être penser à celles qui ont existé avant nous, à ces cités qui s'élèvent sous les déserts et les océans, silencieuses mais présentes, témoins d'un âge où l'humanité, une fois encore, avait bâti des mondes entiers pour ensuite les perdre. Car c'est là peut-être le destin de toute civilisation, naître, briller, disparaître, puis renaître sous une autre forme. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous explorerons non plus seulement les ruines, mais les messages que ces mondes anciens ont laissés derrière eux, des messages gravés dans la pierre et dans les étoiles, que nous commençons à peine à comprendre. Car les cités perdues ne sont pas seulement des lieux, elles sont des livres de mémoire, et il est temps d'apprendre à les lire. Il existe un langage ancien que nous avons presque oublié, un langage qui ne s'écrit pas avec de l'encre mais avec la matière même du monde, des pierres dressées vers le ciel, des cercles alignés avec précision, des monuments massifs qui semblent répondre au cycle cosmique. À travers les âges, l'humanité a laissé des messages silencieux, non pas dans des mots, mais dans la géométrie, dans l'orientation, dans l'architecture. C'est un langage muet, mais universel, car il unit la terre au ciel, l'homme à l'univers, l'éphémère à l'éternel. Lorsque nous observons les grands sites mégalithiques de la planète, une constante se dégage, leur relation avec les étoiles. De Stonehenge en Angleterre au cercle de Nabta Playa dans le désert nubien, des temples mayas aux pyramides égyptiennes, partout on retrouve une obsession commune, inscrire les monuments dans les rythmes du cosmos. Ces structures ne sont pas seulement des lieux de culte ou de rassemblement, elles sont des horloges, des calendriers, des instruments capables de lire le passage du temps. Elles traduisent dans la pierre la danse silencieuse du soleil, de la lune et des constellations. Pourquoi tant d'efforts pour fixer ce lien entre la terre et le ciel ? Peut-être parce que les anciens savaient que l'homme n'existe pas isolé, mais en résonance avec les cycles cosmiques. Le lever d'Orion, le passage du solstice, l'éclipse rare, tous ces événements rythmaient la vie, dictaient les saisons, annonçaient les récoltes, mais au-delà de l'utilité pratique, il y avait une dimension sacrée. Observer le ciel, c'était entrer en contact avec une dimension plus vaste, avec l'ordre invisible qui gouverne le monde. Prenons l'exemple des pyramides de Gizeh. Leur alignement avec la ceinture d'Orion n'est sans doute pas un hasard. Les constructeurs égyptiens ont voulu inscrire leur œuvre dans un dialogue avec les étoiles, un dialogue qui dépasse l'échelle humaine. Le pharaon, en rejoignant le ciel, devenait une part de cet ordre cosmique. La pierre dressée vers le firmament devenait un pont entre le terrestre et le céleste. On retrouve ce même principe chez les Mayas, dont les temples sont construits de manière à projeter, à certaines dates, des jeux d'ombre et de lumière qui symbolisent le serpent céleste descendant sur la terre. Ces monuments sont donc des textes silencieux, écrits dans une langue universelle que l'on ne lit pas avec les yeux, mais avec l'observation du temps et du ciel. Et cette langue ne se limite pas à quelques cultures, elle se retrouve sur tous les continents, comme si une même mémoire avait traversé les océans et les siècles. Même les peuples sans écriture avaient compris cette grammaire de la pierre et de l'astre.
Certains chercheurs se demandent si ce savoir n'est pas l'héritage d'un âge plus ancien, d'une civilisation disparue qui aurait transmis aux générations suivantes cette obsession du ciel. Peut-être n'étaient-ils pas des astronomes au sens moderne du terme, mais des observateurs dont la connaissance empirique avait atteint une précision remarquable. Les alignements de certains sites, avec les solstices et les équinoxes, sont si justes qu'ils rivalisent avec des calculs modernes. Et pourtant, ils furent réalisés des millénaires avant l'apparition des instruments scientifiques. Mais au-delà des étoiles, il y a la pierre elle-même. La pierre garde la mémoire des gestes humains. Elle résiste au temps, plus que le bois, plus que l'argile, plus que le métal. C'est pourquoi les anciens ont choisi de parler à travers elle. Tailler un bloc, dresser un monolithe, orienter un cercle mégalithique. Ce sont des phrases écrites dans un langage intemporel. Elles disent « Nous étions là, nous savions, nous regardions le ciel ». Ce langage est aussi un rappel que les hommes du passé voyaient le monde différemment de nous. Là où nous cherchons l'efficacité et la fonctionnalité, ils cherchaient l'harmonie. Leur construction n'était pas seulement utilitaires, elles étaient en symbolique, rituelles, cosmiques. Elles reliaient sur le quotidien à l'éternité. En cela, elles nous paraissent mystérieuses, car nous avons perdu la clé de ce langage. Mais il suffit de s'arrêter, de regarder une pierre alignée avec l'horizon au moment du solstice, pour sentir ce que les anciens avaient recompris, que nous faisons partie d'un cycle plus vaste, et que nos vies ne prennent sens qu'en relation avec lui. Il est troublant de constater que ce langage semble universel. Des Andes à l'Irlande, des déserts d'Afrique aux steppes d'Asie, partout des pierres dressées bidran racontent la même histoire. C'est comme si une mémoire commune avait traversé les peuples, les incitant à tourner leur regard vers les mêmes astres, à bâtir selon les mêmes principes. On peut y voir une coïncidence, ou bien le signe d'une tradition beaucoup plus ancienne, née avant la dispersion des peuples, héritée d'un âge oublié. Si ce langage a survécu, c'est peut-être parce qu'il ne dépend pas des mots, mais de la réalité elle-même. Les étoiles brillent de la même manière pour tous. Les cycles cosmiques s'imposent à chaque génération. La pierre est accessible partout. Ce langage est donc universel parce qu'il repose sur les constantes immuables du monde. Et pourtant, derrière cette universalité, il y a une singularité troublante, l'insistance avec laquelle les anciens ont voulu nous transmettre ce savoir. Car ces monuments n'étaient pas construits pour eux seuls, ils étaient bâtis pour durer, pour parler à ceux qui viendraient après. Ils sont des messages adressés à l'avenir. En les étudiant, nous ne faisons que répondre à une invitation lancée il y a des milliers d'années. Invitation à observer, à comprendre, à nous souvenir, et si ce langage nous trouble, c'est peut-être parce qu'il réveille en nous une mémoire enfouie. Une part de nous se souvient encore de ce lien ancien entre le ciel et la terre. Une part de nous sait que ces pierres ne sont pas de simples reliques, mais des rappels. Rappels que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes inscrits dans un ordre plus vaste, que notre destinée est liée au rythme éternel de l'univers. Dans cette perspective, chaque monument ancien devient une porte ouverte vers un passé oublié, mais aussi vers une compréhension plus profonde de notre place dans le monde. Et si nous apprenions à relire ce langage, peut-être redécouvririons-nous ce que nos ancêtres savaient déjà, que le ciel et la terre parlent d'une même voix et que l'homme, dans son silence, peut encore entendre leur chant. Dans la suite de ce voyage, nous entrerons dans l'énigme des bâtisseurs eux-mêmes. Qui étaient ces hommes qui savaient lire dans les étoiles et écrire dans la pierre? Quelle était leur vision du monde et quels secrets ont-ils tenté de préserver à travers leurs œuvres monumentales? Car derrière les pierres et les astres, il y a des mains et des esprits. Et leur mystère est peut-être plus grand encore que celui des monuments qu'ils ont laissés. Ils sont partout et nulle part. Leur œuvre traverse les continents, défie le temps, défie parfois même la logique, et pourtant leurs noms ont disparu. Aucun texte ne les mentionne, aucun portrait ne les représente, aucun chant ne raconte leur vie. Nous les appelons les anciens, les bâtisseurs, parfois les géants, mais ce ne sont là que des étiquettes posées sur l'inconnu. Ils ont sculpté les pierres, orienté les temples, conçu des structures dont la complexité étonne encore les ingénieurs modernes. Et pourtant, nous ignorons qui ils étaient, d'où ils venaient, quelle langue ils parlaient, quelles croyances les animaient. Leur silence est total, mais leur présence, elle, est indéniable. À chaque découverte archéologique majeure, la même question revient. Comment des peuples que l'on croit primitifs ont-ils pu accomplir de tels exploits? La grande pyramide de Gizeh, érigée il y a plus de 4000 ans, aligne ses côtés avec une précision que nos instruments modernes confirment à peine.
Les blocs qui la composent, pesant parfois plusieurs dizaines de tonnes, furent déplacés sur des kilomètres sans l'aide de machines. Les statues colossales de l'île de Pâques furent transportées sur un sol accidenté, sans roues ni animaux de trait. Les temples d'Angkor, construits dans la moiteur de la jungle, sont ornés de sculptures dont la finesse dépasse celle de nombreux ouvrages médiévaux. Face à de telles prouesses, deux hypothèses s'opposent souvent. La première, classique, suppose une ingéniosité technique que nous sous-estimons. Les anciens auraient mis au point des méthodes que nous n'avons pas encore entièrement comprises, utilisant la force humaine, des leviers, des rampes, l'eau et des systèmes ingénieux d'équilibre et de contrepoids. La seconde hypothèse, plus audacieuse, envisage la possibilité d'un savoir ancien, transmis d'une source oubliée, d'une civilisation antérieure dont ces peuples auraient hérité des connaissances. Quelle que soit la réponse, une chose demeure. Les bâtisseurs maîtrisaient leur art avec une sophistication bien supérieure à celle que nous leur prêtons. Mais ce mystère ne concerne pas seulement la technique, il touche aussi à la pensée, à la conception du monde. Les monuments anciens ne sont pas seulement des prouesses d'ingénierie, ce sont aussi des œuvres de symbolisme profond. Chaque pierre, chaque orientation, chaque proportion obéit à des principes que nous commençons à peine à décrypter. Les temples de Karnak, par exemple, sont alignés avec des points précis du lever du soleil à certaines dates de l'année. Les pyramides mésoaméricaines reflètent les cycles calendaires avec une exactitude qui suppose des observations prolongées sur des générations. Les dolmens européens, quant à eux, semblent parfois organisés selon des schémas géométriques complexes, évoquant des connaissances mathématiques bien antérieures à ce que l'on croyait possible. Ce souci d'ordre, d'harmonie et de symétrie suggère une vision du monde très différente de la nôtre. Pour les bâtisseurs anciens, l'architecture n'était pas un acte utilitaire, c'était un acte cosmique. Construire un temple, ce n'était pas simplement ériger un lieu de culte, c'était reproduire sur terre l'ordre du ciel. Chaque monument devenait une image réduite de l'univers, un microcosme reflétant le macrocosme. La pierre n'était pas seulement matière, elle devenait médiatrice entre les mondes, un pont entre l'humain et le divin. Ce lien profond entre architecture et cosmos apparaît de façon frappante dans des lieux très éloignés les uns des autres. À Teotihuacan, au Mexique, les avenues principales suivent des alignements astronomiques précis. À Angkor Wat, le plan du temple représente symboliquement le mont Meru, axe cosmique des traditions hindoues et bouddhistes. À Gizeh, la disposition des trois grandes pyramides semble reproduire la ceinture d'Orion. À chaque fois, l'intention est sans clair, inscrire l'œuvre humaine dans un ordre universel, faire du monde construit un miroir du cosmos. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui poussait ces bâtisseurs à un tel degré de précision et de symbolisme ? Certains pensent qu'il s'agissait d'une manière d'honorer les dieux, d'établir une communication entre l'humain et le sacré. D'autres y voient une tentative d'assurer l'harmonie du monde, de maintenir l'équilibre entre les forces visibles et invisibles. Il est aussi possible que ces structures aient eu une fonction que nous avons oubliée. Peut-être servaient-elles à enseigner, à transmettre des connaissances ou à préserver une mémoire cosmique pour les générations futures. Cette idée d'une fonction mémorielle n'est pas sans fondement. Dans de nombreuses traditions, les monuments sont décrits comme des livres de pierre, des messages adressés à ceux qui viendraient après. Les anciens Égyptiens considéraient autant leurs temples comme des copies terrestres du monde céleste, destinées à transmettre l'ordre universel aux générations suivantes. Chez les Mayas, les temples servaient à enseigner les cycles du temps et leur importance spirituelle. Même les cercles mégalithiques d'Europe semblent avoir eu une fonction pédagogique, permettant d'observer les phénomènes célestes et d'en tirer des leçons sur l'ordre du monde. Si tel était le but des bâtisseurs, alors leur anonymat prend un autre sens. Peut-être ont-ils volontairement effacé leur nom pour que l'attention ne se porte pas sur eux, mais sur leur œuvre. Peut-être ont-ils choisi de disparaître derrière leur création, convaincus que leur mission dépassait leurs propres existences. Dans cette perspective, leur silence n'est pas une absence, mais un message. L'essentiel n'est pas celui qui bâtit, mais ce qui est bâti. Et pourtant, ce silence pose aussi des questions plus profondes. Comment expliquer que des connaissances aussi avancées aient pu apparaître, disparaître, puis réapparaître ailleurs, parfois à des milliers de kilomètres de distance ? Comment comprendre que des techniques similaires aient été utilisées par des peuples qui n'avaient aucun contact connu entre eux ? Il se pourrait que ces bâtisseurs anonymes aient partagé un héritage commun, reçu d'une source unique bien plus ancienne.
Si tel est le cas, alors leurs œuvres sont les fragments d'un même puzzle, les traces dispersées d'un savoir oublié qui aurait survécu à travers eux. L'idée d'un tel héritage n'est pas pure spéculation. Dans de nombreuses cultures, les bâtisseurs sont décrits non comme des hommes ordinaires, mais comme des êtres de savoir, parfois même comme des êtres venus d'ailleurs. Les Égyptiens attribuaient certaines de leurs connaissances à Thoth, le dieu de la sagesse. Les Sumériens parlaient des Anunnaki, qui leur auraient apporté la civilisation. Les Dogons d'Afrique évoquent les Nomos, des instructeurs venus des étoiles. Même si ces récits sont symboliques, ils pourraient en refléter le souvenir d'un groupe porteur de connaissances avancées, qu'il ait été humain ou non. Quoi qu'il en soit, ces bâtisseurs sans visage ont laissé derrière eux un héritage qui nous fascine encore. Leur œuvre continue d'inspirer architectes, ingénieurs, artistes et rêveurs. Elle nous rappelle que l'homme, même dans les temps les plus anciens, n'a jamais cessé de chercher à s'élever, à comprendre, à relier la terre au ciel. Elle nous rappelle aussi que nous ne savons presque rien de ceux qui ont ouvert la voie. Peut-être qu'un jour, de nouvelles découvertes révéleront leur identité, leur motivation, leurs histoires. Peut-être que des textes enfouis sous la terre ou des inscriptions cachées dans des temples oubliés nous livreront enfin leur nom. Mais même si cela n'arrive jamais, leur mystère demeurera inscrit dans chaque pierre levée, dans chaque temple orienté vers l'étoile, dans chaque monument défiant le temps. Et ce mystère, loin d'être une faiblesse, est une force. Il nous pousse à chercher, à questionner, à explorer. Il nous rappelle que notre passé est infiniment plus vaste que ce que nous croyons, et que derrière chaque pierre se cache une main, derrière chaque œuvre un esprit. Dans la suite de ce voyage, nous quitterons ces bâtisseurs silencieux pour explorer un site où leur héritage atteint son apogée. Un lieu qui défie l'histoire, où le souvenir d'un âge oublié est gravé dans la pierre même de la terre. Göbekli Tepe, l'un des temples les plus anciens et les plus mystérieux jamais découverts. Dans les collines arides du sud-est de l'Anatolie, au sommet d'un tertre oublié par les siècles, se dresse un lieu qui remet en question tout ce que nous pensions savoir de nos origines. Göbekli Tepe n'est pas seulement un site archéologique, c'est une énigme, un paradoxe, une fissure ouverte dans le récit officiel de l'humanité. Là, dans la pierre taillée il y a plus de 11 millénaires, se trouve la preuve irréfutable qu'une société complexe, organisée, spirituelle et ingénieuse existait bien avant Sumer, Babylone ou l'Égypte. Un lieu qui n'aurait jamais dû exister, selon l'histoire telle qu'on nous l'a racontée. Lorsque les archéologues commencèrent à fouiller Göbekli Tepe dans les années 1990, ils ne savaient même pas encore qu'ils mettaient bout au jour la plus ancienne structure monumentale connue de l'humanité. Des cercles de piliers massifs, certains de plus de 5 mètres de haut, disposés selon des schémas précis et ornés de bas-reliefs d'animaux, de symboles et de figures abstraites. Ce n'était bien là pas de simples pierres dressées, c'était un temple, un sanctuaire, un lieu de culte et de connaissance construit plusieurs millénaires avant l'invention de l'agriculture, de la poterie ou même de la ville. Cette seule chronologie suffit à bouleverser nos certitudes. Selon le récit traditionnel, l'homme préhistorique, encore chasseur-cueilleur, aurait d'abord appris à cultiver la terre, à sédentariser, puis à bâtir des villages et des temples. La religion et l'architecture monumentale seraient les fruits d'une société déjà organisée. Mais Göbekli Tepe inverse cette logique. Ici, des chasseurs-cueilleurs ont bâti un temple avant même d'avoir inventé l'agriculture. Cela signifie que la religion, la connaissance cosmique et la coopération sociale ne sont pas les conséquences de la civilisation, elles en sont peut-être les causes. Mais la véritable énigme de Göbekli Tepe ne réside pas seulement dans son ancienneté, elle se trouve dans les détails de sa construction. Les blocs de calcaire, pesant plusieurs tonnes, ont été extraits, transportés et érigés avec une précision qui suppose une planification minutieuse. Les gravures représentent des animaux stylisés, lions, sangliers, vautours, ainsi que des symboles dont nous ignorons encore la signification. Certains chercheurs pensent qu'ils pourraient représenter des constellations, des cartes stellaires gravées dans la pierre par des hommes qui observaient déjà le ciel avec attention. Si tel est le cas, cela signifierait que la connaissance astronomique précède de plusieurs millénaires l'apparition des premières cités. Encore plus déroutant, le site n'a pas été détruit ou abandonné, mais volontairement enfoui sous des tonnes de terre et de gravats, comme si ceux qui l'avaient construit avaient voulu le cacher, le préserver ou effacer sa mémoire. Pourquoi ? Était-ce un acte rituel,
une tentative de protéger un lieu sacré avant une catastrophe imminente, ou bien le geste d'une société qui, consciente de son déclin, voulait léguer un message à ceux qui viendraient après? Nous ne le savons pas. Mais ce geste confère à Göbekli Tepe une aura presque funéraire, comme un tombeau érigé pour une connaissance interdite. Les implications de cette découverte dépassent largement l'archéologie. Elle nous oblige à reconsidérer la nature même de l'être humain. Si des chasseurs-cueilleurs ont pu coordonner des centaines d'individus pour ériger un monument d'une telle ampleur, alors nos ancêtres étaient bien plus avancés, socialement et intellectuellement, que nous ne l'imaginions. Ils n'étaient pas de simples survivants errants, ils étaient des bâtisseurs, des astronomes, des penseurs. Göbekli Tepe suggère même l'existence d'une élite de concepteurs ou de prêtres, porteurs d'un savoir qui dépasse ce que l'on attribue à cette époque. Certains chercheurs vont plus loin. Ils suggèrent encore que Göbekli Tepe n'est pas un commencement, mais un héritage, le dernier vestige d'une tradition plus ancienne, transmise par une culture disparue dont nous avons perdu la trace. Peut-être les bâtisseurs n'ont-ils pas inventé ce savoir, mais l'ont-ils reçu, transmis par des survivants d'une civilisation détruite par les bouleversements climatiques de la fin de la dernière ère glaciaire. Dans cette perspective, Göbekli Tepe n'est pas un miracle isolé. C'est une réminiscence, un souvenir matérialisé dans la pierre d'un âge plus ancien. Cette hypothèse, bien que spéculative, trouve un écho troublant dans les mythes anciens. Presque toutes les civilisations évoquent une époque antérieure, un âge d'or où des êtres venus d'ailleurs ont transmis la connaissance aux hommes. Dans la tradition sumérienne, Enki enseigne les arts de la civilisation. En Égypte, Thoth donne l'écriture. Chez les Mayas, Itzamna apporte la sagesse céleste. Et si ces récits n'étaient pas de simples allégories, mais des souvenirs déformés d'événements réels, peut-être Göbekli Tepe est-il le témoin de cette transmission. Le site présente également une dimension symbolique fascinante. Certains chercheurs ont remarqué que la disposition des piliers et les motifs gravés semblent évoquer des thèmes liés à la mort, à la renaissance et au cosmos. Les vautours, par exemple, sont associés dans de nombreuses cultures à la transition entre la vie et l'au-delà. Les cercles eux-mêmes pourraient représenter le cycle éternel de la vie, de la mort et du renouveau. Göbekli Tepe ne serait alors pas seulement un temple, mais un centre spirituel où l'humanité cherchait à comprendre sa place dans l'univers. Il est frappant de constater que, malgré son importance capitale, Göbekli Tepe n'est toujours pas entièrement fouillé. À peine une fraction du site a été explorée et déjà il a bouleversé notre vision de l'histoire. Que découvrirons-nous lorsque les couches encore enfouies seront mises au jour? Peut-être des preuves d'une organisation sociale plus complexe que prévu. Peut-être des inscriptions ou des représentations qui révéleront les croyances de ces bâtisseurs, peut-être même les indices d'une tradition encore plus ancienne. Göbekli Tepe nous force aussi à interroger notre rapport au savoir. Nous avons tendance à croire que l'histoire humaine suit une ligne ascendante, partant de la simplicité vers la complexité, de l'ignorance vers la connaissance. Mais ce site suggère une autre vision, celle d'une humanité qui a connu des éclats de génie très tôt, puis qui les a perdus, pour les redécouvrir bien plus tard. Peut-être notre savoir n'est-il pas une construction continue, mais une succession de mémoires perdues et retrouvées. Ce temple silencieux, perché sur sa colline, nous rappelle enfin que la vérité n'est pas toujours visible. Elle se cache parfois sous la terre, recouverte par des siècles d'oubli, attendant que nous ayons les yeux pour la voir. Göbekli Tepe n'est pas seulement un vestige archéologique, c'est un miroir tendu vers notre passé le plus lointain et peut-être vers notre avenir. Car si nos ancêtres, sans métal, sans écriture, sans roue, ont pu accomplir cela, que pourrions-nous faire si nous retrouvions ce lien perdu avec le cosmos, la pierre et la mémoire? Dans la suite de ce voyage, nous quitterons les cercles mystérieux de Göbekli Tepe pour suivre un autre fil de cette mémoire ancienne, celui des mythes. Car si les pierres parlent une langue silencieuse, les récits des peuples anciens murmurent eux aussi la trace d'un âge oublié. Derrière les dieux, les déluges et les héros, se cache peut-être l'histoire de ceux qui ont précédé l'histoire. Depuis la nuit des temps, l'humanité raconte. Elle raconte des dieux qui descendent soudain du ciel, des héros qui fondent des royaumes, des catastrophes qui effacent les mondes, des sages venus de loin pour enseigner les arts de la civilisation. Ces récits, transmis de bouche en bouche pendant des millénaires, sont les plus anciens héritages que nous possédions. Et pourtant, ils sont souvent relégués au rang de fables, de croyances naïves nées d'un besoin d'expliquer l'inexplicable. Mais si ces mythes n'étaient pas de simples inventions,
S'ils étaient en fait les reflets déformés d'événements réels, de mémoires de très anciennes, remodelées portées par le temps, peut-être la peur et l'oubli. Il existe une étrange constance dans les récits mythologiques à travers le monde. Des peuples qui ne se sont jamais rencontrés racontent des histoires étonnamment similaires. Partout, on retrouve le souvenir d'un âge d'or révolu, d'un cataclysme planétaire, de divinités venues du ciel ou des mers, et de sages qui enseignent à l'humanité les fondements de la culture. Ces motifs universels ne sont peut-être pas des coïncidences. Ils pourraient en être les échos d'une mémoire collective, transmise à travers les millénaires sous forme de récits. L'un des mythes les plus universels est celui du déluge, des tablettes sumériennes aux textes bibliques, des récits amérindiens aux traditions aborigènes. Presque toutes les cultures gardent le souvenir d'une grande inondation qui aurait détruit une civilisation entière. Les versions diffèrent dans les détails, les noms des dieux changent, les héros varient, mais l'essence reste identique. Une humanité avancée punie ou effacée, un survivant averti, un nouveau départ. Il est difficile de croire que ce motif se soit imposé partout par hasard. Il est plus vraisemblable qu'il témoigne d'un événement réel survenu à la fin de la dernière ère glaciaire, lorsque la fonte des glaces fit monter les océans de façon spectaculaire. Mais les mythes ne parlent pas seulement de destruction. Ils évoquent aussi la transmission de savoirs venus d'ailleurs. Chez les Sumériens, Enki et les Anunnaki enseignent l'agriculture, l'écriture et les lois. En Égypte, Osiris et Thoth instruisent les hommes dans les arts de la civilisation. En Mésopotamie, Oannes, un être mi-homme, mi-poisson, surgit de la mer pour apprendre aux humains l'agriculture, l'architecture et les lettres. En Amérique du Sud, Viracocha sort des eaux du lac Titicaca pour enseigner aux peuples andins. Les Mayas parlent de Kukulkan et les Aztèques de Quetzalcoatl, des êtres barbus venus de l'Est. Même les Dogons d'Afrique racontent comment les Nomos, des êtres venus des étoiles, leur ont transmis la connaissance des cieux. Ces récits ils sont trop nombreux, trop cohérents, trop précis pour être ignorés. Certes, ils peuvent être allégoriques, mais ils pourraient aussi refléter le souvenir d'interactions réelles avec une culture plus avancée. Si une civilisation antérieure avait survécu à une catastrophe planétaire, ses survivants auraient pu transmettre leur savoir aux peuples plus primitifs qu'ils rencontrèrent. Pour ceux-ci, ces survivants auraient semblé être des dieux, non parce qu'ils l'étaient réellement, mais parce que leur science et leur connaissance étaient incomparablement supérieures. Un autre élément récurrent des mythes anciens est la notion d'un âge d'or. Les Grecs racontaient qu'avant l'ère des hommes, les dieux vivaient parmi eux, et dans une époque de paix et d'abondance. Les hindous parlent de la Satya Yuga, un âge parfait où la vérité régnait sur la terre. Les traditions amérindiennes évoquent des temps anciens où l'homme et la nature vivaient en harmonie. Même la Bible décrit un jardin d'Éden, un lieu d'équilibre perdu. Il est possible que ces récits soient les souvenirs lointains d'une époque où l'humanité vivait différemment, peut-être sous la guidance d'une société plus avancée. Les mythes ne se contentent pas de raconter des événements cosmiques ou des interventions divines. Ils conservent aussi, parfois, des fragments de savoirs techniques ou scientifiques. Des textes anciens mentionnent des cycles astronomiques que l'on pensait inconnus de ces cultures. Des légendes parlent de machines volantes, de chars du ciel, d'armes de lumière. Les épopées indiennes du Mahabharata et du Ramayana, par exemple, décrivent au Sanskrit des engins appelés vimanas, capables de se déplacer dans les airs. Bien que ces récits soient symboliques, certains y voient les souvenirs déformés d'une technologie disparue. Ce processus de déformation est naturel. À mesure que les millénaires passent, les faits deviennent récits, les récits deviennent mythes et les mythes deviennent symboles. Ce que nous lisons aujourd'hui comme des histoires de Dieu pourrait être la mémoire transformée de personnages historiques. Ce que nous considérons comme des légendes de catastrophes pourrait être la mémoire d'événements géologiques réels. Les mythes sont comme des miroirs brisés. Chaque fragment reflète une partie de la vérité, mais jamais l'image complète. Même les traditions religieuses portent la trace de ces mémoires anciennes. Le récit biblique de la Genèse, par exemple, présente des parallèles frappants avec les mythes sumériens plus anciens. L'histoire de Noé ressemble à celle d'Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh. Le jardin d'Éden rappelle les descriptions sumériennes de Dilmun, un lieu paradisiaque situé à l'est. Ces ressemblances ne sont pas de simples coïncidences. Elles suggèrent que la Bible elle-même a hérité d'une tradition beaucoup plus ancienne, transmise à travers les siècles sous différentes formes. Il est également fascinant de constater que les mythes parlent souvent d'un savoir oublié que l'humanité doit redécouvrir.
Les Égyptiens évoquaient des maisons de vie où étaient conservés les secrets des dieux. Les Grecs racontaient l'histoire de Prométhée qui apporta le feu, symbole de la connaissance, aux hommes. Dans de nombreuses traditions, les humains sont dépeints comme ayant perdu une partie de leur sagesse originelle, condamnés à la rechercher à nouveau. Cette idée pourrait refléter une réalité historique, celle d'un savoir ancien perdu dans une catastrophe et laborieusement reconstruit au fil des millénaires. Les mythes sont donc bien plus que des histoires. Ils sont des archives, des capsules de mémoire, des messages codés. Ils contiennent peut-être les clés d'une histoire bien plus ancienne que celle que nous enseignons. Ils témoignent d'une continuité culturelle qui remonte à un âge que nous ne pouvons qu'entrevoir. Les prendre au sérieux ne signifie pas les lire littéralement, mais les considérer comme des indices. En les analysant avec soin, en les comparant, en les reliant aux découvertes archéologiques et géologiques, nous pouvons commencer à reconstituer le récit oublié qu'ils contiennent. Et ce récit suggère qu'avant notre histoire connue, il y eut un monde plus ancien, plus complexe, dont les échos résonnent encore dans notre inconscient collectif. Peut-être que l'humanité n'a pas seulement inventé les dieux, mais qu'elle se souvient d'eux. Peut-être que derrière les légendes de sages venus d'ailleurs, il y a des souvenirs d'enseignants bien réels. Peut-être que l'âge d'or perdu n'est pas un rêve, mais une réalité enfouie sous les ruines du temps. Dans la suite de ce voyage, nous explorerons une autre dimension de cette mémoire ancienne, celle des dieux eux-mêmes. Car ces êtres qui apparaissent dans tant de mythes, sous tant de noms différents, pourraient en solo n'être que les masques d'une même vérité. Et derrière leurs visages multiples se cache peut-être la trace d'une civilisation antérieure, venue non pas du ciel, mais du passé. Il est rare de trouver un peuple ancien qui n'évoque pas, d'une manière ou d'une autre, l'apparition de Dieu ou d'êtres venus d'ailleurs. Tantôt surgissant du ciel, tantôt émergeant des profondeurs de la mer, tantôt marchant parmi les hommes comme des rois ou des sages, ils sont au cœur des récits fondateurs. Mais derrière le masque de la mythologie, une question persiste. Qui étaient-ils vraiment ? Étaient-ils de simples créations symboliques, fruits de l'imagination humaine ? Ou bien la mémoire déformée de figures réelles, de survivants d'une humanité plus ancienne, dont la connaissance et l'apparence les firent ainsi passer pour des êtres surnaturels ? Les Sumériens parlaient autour des Anunnaki, un panthéon complexe de divinités qu'ils décrivaient comme des porteurs de savoir et de destin. Dans leurs récits, ces êtres n'étaient pas de simples esprits abstraits, ils avaient des noms, des fonctions, des rivalités et surtout une relation directe avec les humains. Certains leur enseignaient à l'agriculture, d'autres les lois, d'autres encore imposaient leur pouvoir. Mais si l'on regarde ces récits avec un œil moins littéral, ils pourraient en refléter la mémoire de chefs, de sages ou de survivants venus d'une culture plus ancienne, dont les connaissances dépassaient largement celles des peuples néolithiques. En Égypte, le dieu Osiris est décrit comme un roi civilisateur venu d'ailleurs. Accompagné d'Isis, il aurait parcouru les terres, enseignant l'agriculture, la justice et les arts. Il est représenté comme un être différent, parfois décrit comme venu des étoiles, mais plus probablement perçu ainsi parce que son savoir paraissait inhumain. Thoth, autre figure majeure, incarne la sagesse et l'écriture. Ces personnages, loin d'être de simples divinités abstraites, pourraient représenter la mémoire de véritables figures historiques dont l'influence marqua profondément les peuples. Dans le monde grec, les dieux de l'Olympe vivent parmi les hommes, se mêlent à eux et leur transmettent parfois des savoirs interdits. Prométhée, en donnant le feu aux hommes, symbolise la transmission d'un savoir sacré. Dans les traditions hindoues, les Devas et les Asuras incarnent des forces cosmiques mais aussi des entités très concrètes, décrites comme voyageant dans des machines célestes, les Vimana. Là encore, derrière le langage mythologique, certains perçoivent le souvenir d'êtres de chair et d'os, dont les connaissances furent interprétées comme divines. L'Amérique ancienne n'échappe pas à ce motif. Les Aztèques racontaient en pato comment Quetzalcoatl, le serpent à plumes, vint de l'Est pour leur enseigner l'art de bâtir et de cultiver. Les Incas vénéraient Viracocha, l'homme barbu sorti du lac Titicaca, qui parcourut les Andes en apportant la civilisation avant de disparaître mystérieusement. Chez les Mayas, Kukulkan, une autre version du serpent ailé, était porteur de savoir et de loi. Ces récits, transmis à travers les siècles, posent la même question. Qui étaient ces dieux enseignants qui surgissaient après une grande catastrophe pour remettre l'humanité sur la voie ? En Afrique, les Dogons racontent l'histoire des Nomos, êtres venus de l'eau,
porteurs d'une connaissance astronomique étonnamment précise. Ils savaient que Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, était en réalité un système double, ce que la science moderne n'a confirmé que récemment. Pour beaucoup, ce savoir ne pouvait être qu'un héritage, une transmission reçue de générations plus anciennes. Tous ces récits convergent vers un motif commun, l'irruption d'êtres porteurs de savoir dans un monde qui en manquait. Mais si l'on écarte l'explication surnaturelle, deux scénarios émergent. Le premier est celui d'êtres venus d'ailleurs au sens littéral, des visiteurs cosmiques, hypothèse séduisante mais invérifiable. Le second, plus terrestre, est celui de survivants d'une civilisation antérieure, détruite par un cataclysme, qui aurait transmis leurs connaissances sans au peuple encore à l'état de chasseurs-cueilleurs. Dans ce cas, les dieux venus d'ailleurs ne seraient pas venus des étoiles, mais d'un âge plus ancien. Leur apparence différente ou impressionnante aurait suffi à les distinguer. Vêtements élaborés, langage sophistiqué, maîtrise d'outils ou de symboles. Pour des sociétés plus simples, ces signes auraient été incompréhensibles, et donc divins. La mémoire collective, incapable de comprendre pleinement leur origine, les aurait transformés en figures mythologiques, gravées dans le marbre des récits sacrés. Ce processus n'a rien d'étrange. Même aujourd'hui, nous transformons nos héros en légendes, nous magnifions les explorateurs et les savants jusqu'à les élever au rang de symboles. Ce qui intrigue encore davantage, ce sont les similitudes frappantes entre ces récits, malgré les océans et les siècles qui séparent ces peuples. Partout, les dieux sont des enseignants. Partout, ils apparaissent après une destruction. Partout, ils apportent des savoirs structurants, l'agriculture, l'écriture, les lois, l'astronomie. Comme si l'humanité, dispersée et isolée, gardait en mémoire une même origine, une même rencontre avec des êtres venus non pas du ciel, mais d'un passé effacé. Ce scénario trouve un écho dans les découvertes archéologiques. Les grandes constructions, souvent datées d'époques bien antérieures aux civilisations connues, semblent témoigner d'un savoir technique partagé. Les alignements astronomiques, la connaissance des cycles célestes, les proportions géométriques universelles, tout cela laisse penser que les anciens bâtisseurs n'étaient pas des autodidactes isolés, mais les héritiers d'une tradition beaucoup plus ancienne. Les dieux des mythes pourraient non très bien être ceux qui ont transmis cette tradition. Il faut aussi considérer le rôle psychologique et spirituel de ces figures. En les idéalisant, les anciens ont donné un sens à l'ordre du monde. Ces dieux n'étaient pas seulement des enseignants, ils étaient l'un des repères, des modèles, des incarnations d'un savoir sacré. Leur souvenir, transmis de génération en génération, a façonné la culture, la religion et la philosophie des peuples. Même si leur nature exacte nous échappe, leur influence est indéniable. Peut-être, en définitive, la vérité n'est-elle pas à chercher dans une opposition entre le réel et le mythe. Peut-être que ces figures furent à la fois réelles et symboliques, des survivants dont la mémoire a été sublimée, transformée en dieux parce que l'imagination humaine ne pouvait concevoir autrement leurs différences. Ce qui compte, ce n'est pas tant leur identité précise que le fait qu'ils représentent un héritage d'un monde antérieur, venu d'ailleurs non pas dans l'espace mais dans le temps. Ces dieux venus d'ailleurs ou d'avant sont la preuve que notre histoire n'est pas linéaire, qu'elle est traversée par des éclats, des transmissions, des renaissances. Ils nous rappellent que nous portons encore en nous la trace d'un savoir plus ancien, perdu mais jamais complètement effacé. Et si nous savons écouter, peut-être pourrons-nous encore entendre leur voix à travers les mythes, les pierres et les étoiles. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous explorerons un autre mystère lié à cet héritage, celui des cartes impossibles et des savoirs anachroniques, car il existe des documents, venus du passé, qui représentent un monde que leurs auteurs ne pouvaient pas connaître. Et derrière ces cartes se cache peut-être la mémoire d'un âge où la Terre avait déjà été mesurée, explorée et comprise, bien avant notre histoire connue. Il y a, dans certaines bibliothèques du monde, des parchemins qui n'auraient jamais dû exister. Des cartes dessinées bien avant l'invention des instruments modernes, avant les voyages d'exploration, avant même que l'humanité n'ait les moyens techniques d'observer la Terre dans sa globalité. Pourtant, elles montrent des continents inconnus, des côtes précises, des montagnes situées sous les glaces, des terres que personne n'était censé connaître. Ces documents, souvent qualifiés d'anomalies historiques, défient l'idée même de progrès linéaire et suggèrent qu'un savoir ancien, oublié depuis longtemps, a pu circuler dans un passé bien plus lointain que celui des grandes découvertes.
Parmi les exemples les plus célèbres figure la carte de Piri Reis, réalisée en 1513 par un amiral ottoman. Ce qui fascine dans cette œuvre n'est pas seulement sa beauté, mais surtout sa précision. Elle représente avec justesse la côte occidentale de l'Afrique, l'est de l'Amérique du Sud, et de façon surprenante une portion de l'Antarctique sans sa couverture glacée. Or, ce continent fut officiellement découvert 3 siècles plus tard, en 1820. Et même alors, sa topographie sous la glace ne fut connue qu'au XXe siècle, grâce à la technologie moderne. Comment Piri Reis a-t-il pu obtenir ces informations? Dans ses propres notes, il affirme avoir compilé sa carte à partir de sources bien plus anciennes, certaines remontant, selon lui, au temps d'Alexandre le Grand. Ce n'est pas un cas isolé. La carte d'Orontes Finneus, datée de 1531, représente elle aussi un continent antarctique libre de glace, avec des rivières et des montagnes aujourd'hui invisibles sous des kilomètres de calotte polaire. L'exactitude géographique de certaines parties suggère une connaissance directe, comme si quelqu'un avait cartographié la région avant qu'elle ne soit recouverte de glace, il y a plus de 6000 ans. La carte de Zéno, réalisée au XIVe siècle, montre des îles de l'Atlantique Nord qui n'auraient été accessibles qu'avec des techniques de navigation avancées. Quant à la carte de Bouatch, elle représente des reliefs sous-marins qui ne furent d'un nom confirmé qu'à l'ère des relevés océanographiques modernes. Ces cartes ne sont pas des curiosités isolées, elles semblent plutôt être les fragments d'un savoir plus vaste. Elles posent une question troublante. Comment des peuples prémodernes, privés d'aviation, de satellites ou de relevés géophysiques, ont-ils pu tracer des cartes d'une telle précision? Soit il s'agit d'une série de coïncidences extraordinaires, soit elles sont les copies ou les héritages de documents beaucoup plus anciens, issus d'une civilisation capable d'explorer et de mesurer le monde bien avant l'histoire écrite. Le mystère ne s'arrête pas aux cartes. Il existe d'autres indices de connaissances anachroniques disséminés dans l'Antiquité. Les Égyptiens semblaient en fait connaître la précession des équinoxes, un phénomène céleste qui nécessite des observations sur des milliers d'années. Les Babyloniens possédaient des tables astronomiques d'une précision étonnante. Les Grecs anciens, bien avant l'ère des télescopes, avaient en calculé la circonférence de la Terre avec une erreur inférieure à 2%. L'anticitaire, un mécanisme découvert dans une épave grecque, est une machine à engrenage capable de prévoir les éclipses et les mouvements planétaires, un calculateur analogique vieux de plus de 2 millénaires. Ces prouesses ne sont pas impossibles, mais elles sont difficiles à expliquer dans le cadre d'une évolution linéaire du savoir. Elles suggèrent qu'un corpus de connaissances était disponible très tôt, comme si l'humanité avait hérité d'un héritage intellectuel venu d'un âge antérieur. Cet héritage aurait été partiellement perdu, puis redécouvert au fil des siècles, donnant l'impression d'une progression quand il s'agissait peut-être d'une lente reconstitution. L'idée d'une cartographie ancienne, transmise à travers les âges, trouve un appui dans les récits eux-mêmes. De nombreuses traditions parlent de atlas sacrés, de cartes du monde perdu, conservées dans des temples ou des bibliothèques mystérieuses. Les Égyptiens évoquaient donc des salles secrètes où étaient regardées les connaissances des dieux. Les Grecs parlaient de documents hérités des Atlantes. Même les peuples polynésiens conservaient dans Kral des cartes stellaires d'une complexité étonnante, leur permettant de naviguer sur d'immenses distances sans instruments modernes. Une autre hypothèse avancée par certains chercheurs est celle de migrations très anciennes, bien avant celles que nous connaissons. Des peuples marins, détenteurs d'un savoir avancé en astronomie et en navigation, auraient pu explorer le globe à des époques reculées, laissant derrière eux des fragments de leur savoir. Cette idée expliquerait les ressemblances culturelles et architecturales entre des civilisations éloignées, ainsi que la présence de plantes et d'animaux domestiqués à des endroits où ils ne devraient pas se trouver. Elle pourrait aussi expliquer pourquoi certaines régions lointaines étaient peu représentées sur des cartes bien avant leur découverte officielle. Les implications d'un tel scénario sont vertigineuses. Si des sociétés anciennes ont réellement exploré le monde à une époque préhistorique, cela signifie que notre histoire maritime, géographique et scientifique est bien plus ancienne que nous ne l'imaginons. Cela suggère aussi que l'humanité a peut-être connu des périodes de savoir global, suivies d'effondrements qui ont effacé ses connaissances, ne laissant que des traces éparses. Ces savoirs anachroniques ne se limitent pas à la géographie et à l'astronomie. Dans certains textes anciens, on trouve des indications d'une connaissance précise de phénomènes naturels longtemps ignorés. Les anciens hindous décrivaient des concepts proches de ceux de l'évolution biologique.
Les Mayas connaissaient Dlich et la durée exacte de l'année solaire avec une précision supérieure à celle du calendrier grégorien. Même dans la Bible, certaines descriptions de la Terre et du cosmos semblent étonnamment exactes pour une époque supposée primitive. Tout cela pourrait être une simple convergence d'observations patientes et d'intuition. Mais une autre explication, plus fascinante, est possible. L'humanité a hérité d'un savoir accumulé au cours d'âges antérieurs, transmis sous forme de fragments à travers les civilisations. Les cartes impossibles, les instruments étranges, les connaissances non précises seraient alors les vestiges d'une science ancienne, perdue à la suite de catastrophes naturelles ou de bouleversements sociaux. Ces reliques intellectuelles sont comparables à des messages dans une bouteille, lancés par des peuples disparus vers un futur qu'ils ne connaissaient même pas. Et lorsque nous les retrouvons, elles nous parlent d'un monde qui avait déjà exploré, mesuré et compris bien plus que nous ne l'imaginions. Elles nous rappellent que la Terre elle-même n'a jamais été un mystère pour l'humanité. C'est notre mémoire qui s'est effacée. Si tel est le cas, alors nous devons envisager une histoire différente. Une histoire où les civilisations ne progressent pas simplement du simple au complexe, mais oscillent entre l'ignorance et le souvenir, entre l'oubli et la redécouverte. Dans ce récit, chaque renaissance scientifique est aussi une résurgence, chaque invention une réminiscence. Dans cette perspective, les cartes impossibles ne sont pas seulement des anomalies historiques, elles sont des fenêtres ouvertes sur un âge oublié, un âge où les hommes connaissaient déjà la forme du monde. Et si nous parvenons à lire leurs messages, elles pourraient bien nous révéler non pas ce que nous avons appris, mais ce que nous avons perdu. Dans la suite de ce voyage, nous plongerons encore plus profondément dans cet héritage enfoui, celui des sciences et des techniques qui semblent précéder leur temps. Car si l'humanité a pu cartographier le monde bien avant d'en avoir les moyens apparents, peut-être avait-elle aussi découvert des lois naturelles et des savoirs dont nous ne faisons que retrouver les échos aujourd'hui. Il est dans notre nature d'associer la science à la modernité. Nous aimons croire que la connaissance, la méthode, l'observation rigoureuse sont les fruits d'une lente maturation de l'esprit humain apparue avec la philosophie grecque, perfectionnée à la Renaissance, puis déployée pleinement dans le monde contemporain. Pourtant, à mesure que l'on explore les traces laissées par les civilisations disparues, un doute grandit. Et si la science n'était pas une invention récente, mais un héritage? Et si, bien avant Aristote ou Galilée, des peuples avaient déjà percé les mystères du monde, observé les lois de la nature, mesuré les cycles du cosmos? Dans presque toutes les grandes civilisations anciennes, on retrouve des savoirs qui dépassent largement ce que nous pensions possible pour leur époque. Ces connaissances ne sont pas de simples intuitions, elles témoignent d'observations précises, de calculs rigoureux, parfois même d'expérimentations méthodiques. Pourtant, leurs auteurs ne nous ont laissé ni manuels, ni traités, ni équations. Ils ont gravé leur science dans la pierre, dans l'orientation des temples, dans les calendriers, dans les mythes, des formes de transmission qui paraissent symboliques, mais qui dissimulent une compréhension profonde du réel. Prenons l'exemple des anciens Égyptiens. Leur architecture n'était pas seulement esthétique ou religieuse, elle reposait sur des principes géométriques d'une sophistication impressionnante. La grande pyramide de Khéops, construite il y a plus de 4 millénaires, présente un degré de précision dans ses proportions qui reflète une compréhension avancée de la géométrie et même de certaines constantes universelles. La circonférence de sa base, comparée à sa hauteur, reproduit presque exactement la valeur du nombre pi. Sa hauteur multipliée par un facteur spécifique donne une approximation très proche du rayon de la Terre. S'agit-il d'un hasard ou d'une connaissance délibérée, transmise de génération en génération? Les Sumériens, de leur côté, maîtrisaient des notions astronomiques qui continuent de nous étonner. Ils connaissaient pour le cycle de précession des équinoxes, phénomène qui nécessite des milliers d'années d'observation continue. Ils avaient catalogué les planètes visibles à l'œil nu et savaient en reconnaître leurs mouvements distincts. Leur calendrier, basé sur les cycles lunaires et solaires, était d'une précision remarquable. Ils savaient également mesurer le temps avec une grande exactitude, découpant l'heure en 60 minutes et la minute en 60 secondes, un système encore utilisé aujourd'hui. En Inde, les textes védiques contiennent des descriptions surprenantes de phénomènes naturels. Ils évoquent des conceptions de l'univers où la matière et l'énergie sont indissociables, où le temps est relatif, où l'univers se crée et se détruit en cycles infinis. Certains hymnes semblent même suggérer des idées proches de la physique moderne, comme la vibration originelle ou la multiplicité des mondes.
Bien qu'il s'agisse de textes religieux et poétiques, leur contenu révèle une observation attentive du cosmos et une tentative d'en comprendre les lois. En Amérique précolombienne, les Mayas et les Aztèques observaient avec une précision stupéfiante les mouvements célestes. Ils avaient calculé la durée de l'année solaire avec une erreur inférieure à celle du calendrier grégorien. Ils connaissaient ainsi que les cycles de Vénus et leur influence sur la Terre. Ils savaient prévoir les éclipses avec exactitude. Leur construction monumentale, orientée selon les positions des astres, témoigne d'une science du ciel raffinée, développée indépendamment des traditions de l'Ancien Monde. Même des sociétés que l'on considère comme primitives faisaient preuve d'une compréhension étonnante de leur environnement. Les aborigènes d'Australie connaissaient les cycles climatiques sur des échelles de temps dépassant les 5000 ans, transmis oralement à travers des chants et des récits. Les peuples polynésiens naviguaient sur des milliers de kilomètres d'océan, sans instruments, utilisant les étoiles, les courants et les oiseaux comme guides. Les constructeurs de Stonehenge, il y a plus de 4000 ans, avaient conçu un observatoire astronomique capable de prédire les solstices et les éclipses. Ce que toutes ces traditions ont en commun, c'est qu'elles semblent héritières d'une science qui ne s'explique pas toujours par les seules observations de leurs époques. Certaines nécessitent des siècles, voire des millénaires, d'observations continues. D'autres impliquent une connaissance globale du monde que l'on ne pensait acquise que beaucoup plus tard. La question se pose alors, ces savoirs ont-ils été découverts par hasard ou bien transmis ? Certains chercheurs suggèrent qu'ils pourraient être les vestiges d'un savoir bien plus ancien, transmis à travers les âges sous des formes symboliques. Lorsque les catastrophes naturelles ou les effondrements sociaux ont détruit les civilisations qui les avaient découvertes, ces connaissances n'ont pas disparu. Elles ont été intégrées dans des rituels, des mythes, des pratiques religieuses. De cette façon, elles ont pu survivre, parfois déformées, jusqu'à réapparaître sous des formes plus élaborées des siècles plus tard. Cette hypothèse change profondément notre vision de l'histoire de la science. Elle suggère que le progrès n'est pas toujours une ligne ascendante. Il est parfois cyclique. Des sociétés avancées apparaissent, accumulent des savoirs, puis disparaissent, laissant derrière elles des fragments de leur science. Ces fragments deviennent des traditions, puis des dogmes, puis des intuitions, jusqu'à ce qu'ils soient redécouverts et redéployés. Ce processus pourrait expliquer pourquoi certaines découvertes semblent surgir soudainement dans l'histoire humaine, sans précurseur évident. L'astronomie mésopotamienne, la géométrie égyptienne, la métallurgie hittite, les mathématiques indiennes, la médecine grecque, autant d'explosions de connaissances qui paraissent surgir de nulle part, comme si elles avaient été réveillées plutôt qu'inventées. Il est également possible que certaines connaissances aient été délibérément préservées dans des lieux secrets, des temples, des bibliothèques, des sociétés initiatiques. L'idée de gardien du savoir apparaît dans de nombreuses traditions, des prêtres égyptiens aux druides celtes, des brahmanes indiens aux écoles mystiques grecques. Leur rôle n'était pas seulement religieux, ils étaient aussi les gardiens d'un héritage scientifique ancien, transmis sous des formes symboliques à ceux qui étaient jugés dignes de le recevoir. Cette perspective éclaire aussi d'un jour nouveau certains mythes. Prométhée apportant le feu aux hommes, Thoth offrant l'écriture, Quetzalcoatl enseignant l'astronomie. Ces récits ne parlent peut-être pas de miracles, mais de transmission de savoir. Le plus fréquent n'est peut-être rien d'autre que la connaissance, et ceux qui l'apportèrent n'étaient pas des dieux, mais les dépositaires d'une science ancienne. Il est possible que nous soyons aujourd'hui en train de redécouvrir ce que d'autres savaient déjà. Les lois de la nature ne changent pas, et les principes que nous appelons modernes existaient déjà dans le monde ancien. Ils attendaient simplement d'être observés, compris et nommés à nouveau. Ainsi, lorsque nous envoyons des sondes vers les étoiles ou que nous explorons les secrets de l'ADN, nous ne faisons peut-être que prolonger une quête commencée bien avant nous. Si tel est le cas, notre vision de l'histoire doit s'élargir. L'humanité ne serait pas une espèce qui avance constamment vers la lumière, mais une espèce qui se souvient. Chaque avancée serait un acte de mémoire, chaque découverte une réminiscence. La science, loin d'être un monopole moderne, serait alors un fleuve ancien, souterrain, qui ressurgit de temps en temps à la surface. Dans la suite de ce voyage, nous explorerons ce qui arrive lorsque ces fleuves de savoir sont interrompus. Car toute lumière attire l'ombre, et l'histoire de la connaissance est aussi celle de l'oubli. Des effondrements, des cataclysmes, des disparitions soudaines ont effacé des mondes entiers, plongeant l'humanité dans des âges sombres où elle dut tout recommencer.
Et peut-être, en comprenant ces pertes, pourrons-nous mieux saisir la fragilité de notre propre civilisation. Il y a, dans la mémoire du monde, des silences de qui en disent plus que les chroniques écrites. Des vides béants dans le tissu de l'histoire, des zones d'ombre où les traces s'effacent, où les noms se perdent, où les pierres elles-mêmes se taisent. Nous les appelons âges sombres, intervalles préhistoriques, périodes de transition. Mais derrière ces mots se cache une réalité plus profonde, l'oubli. L'oubli d'empires entiers, de peuples disparus, de savoirs effacés. La Terre, dans ses mouvements lents et inexorables, a recouvert leurs histoires de sable, d'eau ou de glace, comme si elle avait décidé d'effacer jusqu'au souvenir de ses enfants. L'histoire humaine n'a jamais été un long fleuve tranquille. Elle est faite de ruptures, d'effondrements soudains, de catastrophes naturelles et de bouleversements planétaires. À plusieurs reprises, l'humanité a vu ses réalisations anéanties, en quelques années, parfois même en quelques jours. Des cités florissantes se sont vidées de leurs habitants. Des sociétés avancées ont régressé à l'état tribal. Des savoirs méticuleusement accumulés ont disparu à jamais. Nous aimons penser que notre progrès est linéaire et continu, mais il est en réalité cyclique. Il avance, s'élève, s'effondre, puis renaît. Les causes de ces effondrements sont multiples. Parfois, elles sont naturelles. Un changement climatique brutal, une éruption volcanique, un tremblement de terre, une pandémie. Parfois, elles sont humaines. Guerres dévastatrices, effondrement économique, perte de cohésion sociale. Mais quelle qu'en soit l'origine, le résultat est toujours le même. Une civilisation disparaît et avec elle tout un pan de la mémoire humaine. L'une des catastrophes les plus marquantes de l'histoire préhistorique est la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans. En quelques siècles, voire quelques décennies, le climat de la Terre changea radicalement. Les calottes polaires fondirent, le niveau des océans monta de plus de 100 mètres, engloutissant d'immenses territoires. Des millions d'êtres humains durent fuir leurs terres, leurs villes, leurs sanctuaires. Si des civilisations côtières existaient alors, et tout indique qu'elles l'étaient, elles furent effacées sans laisser de traces visibles. Seuls quelques souvenirs persistèrent, transformés en mythes de déluges et de mondes engloutis. D'autres catastrophes ponctuèrent avant l'histoire. Vers 3200 avant notre ère, la mystérieuse catastrophe de 5,9 kg provoqua une sécheresse mondiale qui bouleversa les sociétés néolithiques. De vastes régions se désertifièrent, forçant les populations à migrer. Cette crise pourrait être l'une des causes de l'apparition des premières grandes civilisations en Mésopotamie et en Égypte, les survivants se regroupant autour des rares zones fertiles restantes. Mais elle entraîna aussi l'effondrement de nombreuses cultures locales dont nous ne savons presque rien. Un autre événement majeur survint vers 2200 avant notre ère, l'effondrement de l'ancien empire égyptien, la disparition de l'empire d'Akkad, la chute des civilisations de l'Indus et de nombreuses cultures en Chine. Cette crise globale, probablement due à des changements climatiques abrupts, marque l'une des premières crises systémiques de l'histoire humaine. L'organisation sociale s'effondra, les réseaux commerciaux se désintégrèrent et de vastes régions revinrent à un mode de vie pastoral ou tribal. Pendant des siècles, la mémoire des savoirs accumulés disparut presque entièrement. Même les civilisations historiques ne furent pas épargnées. La chute de l'Empire romain d'Occident au Ve siècle plongea l'Europe dans des siècles de fragmentation politique et de déclin culturel. Les routes furent abandonnées, les infrastructures s'effondrèrent, la production de savoir recula drastiquement. Ce que l'on appelle aujourd'hui le Moyen Âge fut, dans ses premiers siècles, un âge d'oubli. Les textes antiques furent perdus ou détruits, les connaissances de techniques oubliées, les villes réduites à des villages. Ce n'est que grâce à des copies préservées dans les monastères ou dans le monde islamique que certaines bribes de ce savoir purent être redécouvertes. Mais l'oubli ne concerne pas seulement les sociétés humaines. La Terre elle-même, dans ses mouvements géologiques et climatiques, est une machine à effacer. Les séismes engloutissent des cités, les volcans les recouvrent sous des couches de cendres, les mers les avalent, les forêts les dissimulent. Il est probable qu'une grande partie de notre passé repose encore sous nos pieds, enfouie à des profondeurs que nous n'avons jamais explorées. Nous n'avons étudié qu'une infime fraction des fonds marins, et pourtant, c'est là que pourraient se trouver les vestiges de civilisations côtières disparues. Nous avons à peine commencé à sonder les profondeurs des déserts, où des villes entières pourraient dormir sous des mètres de sable. Cette amnésie de la Terre n'est pas seulement physique, elle est aussi culturelle.
À chaque effondrement, les récits là se transforment, se simplifient, se mythifient. Ce qui était un souvenir précis devient une légende. Ce qui était une invention devient une métaphore. Ainsi, les peuples qui succèdent à une civilisation oublient souvent ses fondements tout en conservant des échos de son passé. Les dieux des vaincus deviennent ceux des vainqueurs, mais leurs histoires changent. Les monuments sont réutilisés, mais leur signification est perdue. Des générations entières vivent parmi les ruines sans savoir qui les a bâties. Cet oubli est peut-être la leçon la plus puissante que l'histoire puisse nous offrir. Il nous rappelle que rien n'est éternel. Aucune civilisation, si avancée soit-elle, n'est à l'abri de l'effacement. Nos villes, nos technologies, nos bibliothèques peuvent en disparaître aussi vite que celles de nos ancêtres. Et si cela devait arriver, que resterait-il de nous dans 10 000 ans? Peut-être quelques fragments de métal, des traces fossiles de plastique, des ruines érodées, ou peut-être rien. Mais cet oubli n'est pas seulement une perte, il est aussi une promesse. Car chaque fois que l'humanité a chuté, elle s'est relevée. Chaque effondrement a ouvert la voie à une renaissance. L'oubli n'est jamais total. Il laisse derrière lui des germes, des idées, des intuitions qui finissent par refleurir. Après la chute de Rome est venue la Renaissance. Après l'âge sombre mésopotamien est née Babylone. Après les déluges sont apparues les premières cités. L'histoire humaine n'est pas une ligne droite, mais une spirale. Elle s'efface et se répète, se détruit et se reconstruit. Peut-être est-ce là le sens profond de notre condition. Nous sommes des êtres de mémoire, mais aussi d'oubli. Nous bâtissons pour durer, tout en sachant que tout finira par disparaître. Nous cherchons à transmettre, tout en sachant que nos mots seront déformés. Et pourtant, nous continuons, parce que chaque pierre posée, chaque livre écrit, chaque idée partagée est une tentative de vaincre cet oubli. Dans la suite de ce voyage, nous explorerons ce qui survit malgré tout, l'héritage invisible. Car même lorsque les pierres sont brisées et les textes effacés, il existe une mémoire qui persiste en silence. Elle vit dans nos corps, dans nos gènes, dans notre esprit collectif. Elle est le fil secret qui relie l'homme moderne aux peuples oubliés, la trace indélébile de ceux que la Terre a effacés. C'est cette mémoire biologique et spirituelle que nous suivrons à présent, pour tenter de comprendre ce que nous avons hérité de ces mondes perdus. Dans les profondeurs silencieuses de chaque cellule humaine se cache un livre ancien. Il n'est pas écrit sur de l'argile ou du papyrus, ni gravé dans la pierre, il est inscrit dans l'ADN. Là, dans les milliards de séquences qui composent notre code génétique, se trouve l'histoire la plus intime et la plus durable de l'humanité. Une mémoire biologique qui s'étend bien au-delà de notre mémoire écrite, bien au-delà même de notre espèce. Cet héritage n'est pas visible, il ne s'exprime pas toujours clairement, mais il est là, en filigrane, dans la structure même de ce que nous sommes. Et il pourrait bien contenir des traces d'un passé oublié, d'une humanité plus ancienne, peut-être même d'un monde disparu dont nous sommes les lointains héritiers. Depuis plusieurs décennies, la génétique nous révèle que nous ne sommes pas les premiers. L'humain moderne, Homo sapiens, est le fruit d'un long tissage d'histoire biologique. Nous portons en nous des fragments d'autres humanités disparues, les Néandertaliens en Europe, les Denisoviens en Asie, et peut-être d'autres encore, dont nous ne connaissons ni le nom ni le visage. Ces lignées anciennes, souvent considérées comme des branches mortes de l'arbre de l'évolution, ne sont pas totalement éteintes. Elles vivent en nous, dans nos gènes, sous forme de séquences héritées de croisements anciens. Chaque être humain moderne est ainsi un palimpseste génétique, une mosaïque où se mêlent des héritages multiples. Mais l'ADN raconte aussi une autre histoire, plus subtile. Il témoigne de migrations oubliées, de mélanges inattendus, de rencontres dont l'archéologie n'a pas encore trouvé de traces. Il révèle que des groupes humains ont quitté l'Afrique bien plus tôt que ce que nous pensions, qu'ils ont atteint des régions lointaines, qu'ils se sont éteints ou fondus dans d'autres populations. Certains généticiens évoquent même la possibilité d'une lignée fantôme, inconnue de la science, dont les traces subsistent encore aujourd'hui dans notre patrimoine biologique. Si cela se confirme, cela signifierait qu'une humanité entière a existé, vécu, transmis ses gènes et disparu sans laisser d'autres traces que celles inscrites dans notre corps. Cette mémoire biologique ne se limite pas aux êtres humains. Elle s'étend à notre relation avec l'environnement, aux plantes que nous cultivons, aux animaux que nous avons domestiqués. L'agriculture, Pessatia par exemple, n'est pas simplement une invention. Elle a le résultat de milliers d'années de coévolution entre l'homme et les espèces végétales.
Chaque graine, chaque fruit que nous consommons aujourd'hui porte en lui la marque de ce dialogue ancien. Certaines de ces plantes ont été domestiquées bien avant l'apparition des premières cités, peut-être même par des peuples dont nous avons perdu le souvenir. Il en va de même pour les animaux. Les chiens, compagnons de l'homme depuis des dizaines de milliers d'années, portent dans leur ADN les traces d'une domestication si ancienne qu'elle précède l'agriculture elle-même. Les chevaux, les moutons, les bovins ont accompagné les migrations humaines, participant à l'expansion des sociétés bien avant l'écriture. En étudiant leur génome, les scientifiques reconstituent des itinéraires migratoires, des échanges culturels, des routes oubliées. L'ADN devient ainsi un témoin silencieux, une archive qui ne ment pas. Mais l'héritage invisible va plus loin encore. Il ne s'exprime pas seulement dans les gènes, mais aussi dans notre biologie comportementale, dans nos instincts, dans certaines de nos peurs, nos désirs et nos aptitudes. Le cerveau humain, produit d'une longue évolution, porte en lui des traces d'adaptation très anciennes. Nos réflexes face au danger, notre tendance à vivre en groupe, notre besoin de symboles et de récits sont peut-être les héritages d'un temps où ces comportements assuraient encore la survie de communautés humaines disparues. Même nos structures sociales, la hiérarchie, la coopération, la compétition, pourraient en être des héritages profondément ancrés, transmis de génération en génération, bien avant l'apparition des sociétés organisées. Certains chercheurs vont plus loin et parlent de mémoire épigénétique. L'idée que certaines expériences vécues par nos ancêtres, famine, stress, conditions climatiques, peuvent laisser une empreinte durable sur l'expression de nos gènes. Ces marques épigénétiques ne modifient pas l'ADN lui-même, mais elles influencent de son fonctionnement et peuvent être transmises à la descendance. Ainsi, notre biologie ne raconte pas seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous avons vécu collectivement. Elle porte la trace des catastrophes, des migrations, des renaissances qui ont façonné notre espèce. À travers ces multiples couches de mémoire, on entrevoit l'idée fascinante que notre identité ne se limite pas à notre histoire connue. Nous sommes les héritiers d'un passé bien plus profond, d'une succession d'humanités dont la plupart sont oubliées. Nos corps portent leurs traces, nos cellules racontent leur histoire, même si nous avons oublié leur nom. Et il n'est pas exclu que certaines de ces lignées perdues aient appartenu à des sociétés bien plus avancées qu'on ne l'imagine, des sociétés capables de transmettre non seulement leurs gènes, mais aussi leur savoir, leurs techniques, leurs mythes. Certains anthropologues suggèrent que certains comportements humains universels, comme l'obsession de regarder les étoiles, l'instinct de bâtir des structures monumentales ou le besoin de rites funéraires, pourraient en être l'écho de traditions héritées d'humanités plus anciennes. Ces comportements auraient traversé les âges, transmis non par l'éducation mais par l'instinct, enracinés dans notre biologie même. C'est comme si, au-delà de la culture, une mémoire plus profonde nous poussait à répéter certains gestes, à chercher certains symboles, à construire certains récits. Ainsi l'ADN devient plus qu'un code biologique. Il est un livre d'histoire écrit dans la chair. Il raconte non seulement d'où nous venons, mais aussi ce que nous avons traversé. Il nous relie à des peuples dont nous n'avons jamais entendu parler, à des mondes dont nous ignorons tout. Chaque battement de notre cœur, chaque souffle, chaque pensée est le fruit d'une longue chaîne d'héritage, biologique et culturel, visible et invisible. Mais ce livre n'est pas figé. Comme l'histoire elle-même, il continue de s'écrire. Chaque génération y ajoute une page, chaque rencontre une phrase, chaque choix une ponctuation. L'avenir de l'humanité sera, lui aussi, inscrit dans cet héritage invisible. Et peut-être, un jour, d'autres êtres liront dans notre ADN les traces d'un monde oublié, le nôtre, comme nous lisons aujourd'hui celles des mondes qui nous ont précédés. Cet héritage biologique nous relie également à un niveau plus vaste, celui de la mémoire collective. Nos mythes, nos langues, nos symboles sont eux aussi des héritages invisibles, transmis non pas dans les cellules, mais dans les esprits. Ils voyagent de génération en génération, se transformant sans jamais disparaître. Ils sont la partie immatérielle de la même mémoire que l'ADN incarne dans la matière. Ensemble, ces deux formes de mémoire, biologique et culturelle, composent le fil continu qui relie l'homme d'aujourd'hui à l'homme d'hier. Dans la prochaine et ultime étape de ce voyage, nous regarderons vers l'avenir. Nous tenterons de comprendre ce que signifie vraiment cet héritage oublié, non pas seulement comme un souvenir, mais comme un guide, car peut-être que, pour avancer, il nous faut d'abord écouter ce que murmure le passé, et redécouvrir, au-delà de l'oubli, le souvenir de ce que nous avons été. Il y a dans l'histoire humaine une tension constante entre l'oubli et la réminiscence.
Nous avançons vers l'avenir en croyant créer sans cesse du nouveau, mais chaque invention, chaque découverte, chaque idée est souvent la réapparition d'un souvenir enfoui. L'humanité ressemble à un voyageur qui aurait perdu la carte de son itinéraire et qui, en marchant, reconnaîtrait parfois des paysages oubliés. Ce que nous appelons progrès pourrait bien n'être qu'un retour, un retour vers quelque chose que nous avons connu jadis, que nous avons perdu, et que nous cherchons à retrouver sans même en avoir conscience. Tout au long de notre exploration, nous avons suivi les traces de ce passé effacé, des monuments qui défierent le temps, des mythes qui racontent plus qu'ils ne veulent bien admettre, des savoirs qui apparaissent trop tôt pour être de simples hasards. Nous avons vu que notre monde actuel n'est peut-être pas le premier, mais le dernier d'une longue lignée, qu'avant Sumer, avant les pyramides, avant même l'agriculture, d'autres sociétés ont peut-être fleuri, atteint des sommets de connaissances, puis disparu. Si cela est vrai, alors notre histoire ne commence pas il y a 5000 ans, mais bien plus loin, dans les profondeurs d'un temps dont nous n'avons gardé que les échos. La question alors n'est plus seulement de savoir ce que nous avons oublié, elle devient comment pouvons-nous nous en souvenir ? Comment raviver une mémoire qui s'est effacée depuis des millénaires ? La première étape de cette reconquête est la curiosité. Elle consiste à questionner les certitudes, à ne pas prendre pour absolu ce que les manuels d'histoire nous enseignent. Cela ne signifie pas rejeter la science ou nier les faits établis, mais plutôt ouvrir la porte à l'inconnu. Car l'histoire, comme la nature, n'aime pas les lignes droites. Elle préfère les spirales, les cycles, les détours. Si nous acceptons que notre passé puisse être plus ancien, plus complexe, plus profond que ce que nous croyons, nous commencerons à voir des indices là où nous ne voyons que des hasards. Ensuite vient l'observation. Le passé n'est pas entièrement perdu, il est là, caché sous nos pieds, sous les mers, dans nos mythes, dans notre ADN. Chaque fouille archéologique, chaque déchiffrement de textes anciens, chaque étude géologique est une clé qui ouvre un peu plus la porte de l'oubli. Mais il nous faut apprendre à lire autrement ces vestiges. Il ne suffit pas de les dater ou de les cataloguer, il faut les écouter. Une pierre orientée vers une étoile n'est pas un simple détail architectural, c'est un message. Un mythe universel n'est pas une coïncidence culturelle, c'est une mémoire partagée. Une anomalie scientifique n'est pas une erreur, mais peut-être un souvenir déguisé. La troisième étape est plus subtile, elle relève de l'imaginaire. Retrouver la mémoire de l'humanité suppose de dépasser les cadres habituels de la pensée. Cela implique de considérer les mythes comme des archives, les symboles comme des langages, les traditions comme des bibliothèques. Cela demande aussi de croiser les disciplines, archéologie, génétique, astronomie, linguistique, pour recomposer un puzzle dont les pièces sont éparpillées aux quatre coins du monde. Plus nous rapprochons ces fragments, plus l'image qui se dessine devient claire, celle d'une humanité bien plus ancienne, bien plus riche et bien plus connectée à l'univers qu'on ne l'imaginait. Mais retrouver cette mémoire ne doit pas être un simple exercice intellectuel. Elle peut et doit transformer notre vision du présent. Car si d'autres civilisations ont existé avant nous, si elles ont connu la grandeur et la chute, cela signifie que nous ne sommes ni exceptionnels ni immortels. Leur destin pourrait être le nôtre. Et si elles ont disparu, c'est peut-être parce qu'elles ont ignoré des avertissements que nous sommes en train de négliger à notre tour. Cette prise de conscience est essentielle. Dans un monde où la technologie progresse plus vite que la sagesse, où la planète s'épuise sous nos pieds, où nos sociétés deviennent fragiles malgré leur puissance apparente, il est vital de se souvenir que la civilisation est un phénomène éphémère. Comme celles qui nous ont précédés, elle peut s'effondrer, et sans mémoire, nous ne saurons pas pourquoi. Mais si nous écoutons les leçons du passé, si nous comprenons les causes de leur chute, nous pourrons peut-être éviter de répéter les mêmes erreurs. Il existe aussi un aspect plus intime dans cette quête. Retrouver la mémoire, ce n'est pas seulement redécouvrir des faits anciens, c'est renouer avec une part oubliée de nous-mêmes. C'est reconnaître que notre désir de comprendre l'univers, notre fascination pour les étoiles, notre besoin de bâtir, de créer, de raconter, ne sont pas des caprices récents, mais des héritages profonds. Nous sommes les porteurs d'une flamme allumée il y a peut-être des dizaines de millénaires. Chaque découverte scientifique, chaque œuvre d'art, chaque rêve de conquête spatiale est une façon de la maintenir vivante. Cette flamme, si elle est ancienne, est aussi fragile. Elle a vacillé de nombreuses fois. Elle s'est presque éteinte lors des grandes catastrophes, des effondrements, des âges sombres. Mais elle a toujours survécu, portée par quelques mains, quelques esprits, quelques traditions.
C'est cette continuité, ce fil ténu entre les âges, qui constitue le véritable héritage de l'humanité, et il nous appartient de le protéger. Peut-être que, dans un avenir lointain, notre propre civilisation sera oubliée. Peut-être que nos cités seront réduites en poussière, nos langues disparues, nos inventions méconnaissables, mais si nous avons su préserver notre mémoire, non seulement dans des livres ou des machines, mais dans les récits, les symboles, les gestes, alors ceux qui viendront après nous pourront comprendre qui nous étions. Ils pourront lire notre histoire comme nous tentons aujourd'hui de lire celle de nos ancêtres oubliés. Dans ce sens, retrouver la mémoire n'est pas seulement un acte de regard vers le passé, c'est aussi une responsabilité envers l'avenir. Car en comprenant d'où nous venons, nous pouvons choisir où nous allons. En écoutant les voix anciennes, nous pouvons écrire un futur plus sage. En embrassant notre héritage, nous pouvons espérer ne plus jamais le perdre. Ainsi s'achève ce long voyage à travers le temps, les ruines, les mythes et les souvenirs. Nous avons suivi les traces d'un monde effacé, tenté de reconstituer les fragments d'une histoire plus vaste que celle que nous racontons habituellement. Peut-être n'avons-nous fait qu'effleurer la surface. Peut-être que la vérité est encore plus profonde, plus mystérieuse, plus insaisissable. Mais une chose est certaine, nous ne sommes pas nés du néant. Nous sommes les héritiers d'une mémoire ancienne enfouie dans la pierre, dans les étoiles, dans notre sang, et tant que nous chercherons à la retrouver, elle ne sera jamais complètement perdue. Car au fond, le passé n'est jamais vraiment passé. Il dort dans les replis du temps, attendant que nous tendions la main pour le réveiller. Et lorsqu'il s'éveillera, il nous révélera peut-être la chose la plus importante de toutes, que connaître notre histoire, ce n'est pas seulement savoir d'où nous venons, mais comprendre qui nous sommes. Il existe une idée ancienne, presque universelle, qui traverse les philosophies, les mythes et les traditions, celle du temps cyclique. Contrairement à notre conception moderne d'un progrès linéaire, continu et irréversible, cette vision voit l'histoire comme une suite de renaissances et de disparitions, d'ascension et d'effondrement, d'âges d'or et d'âges sombres qui se succèdent, comme les saisons. C'est peut-être là la clé ultime pour comprendre notre passé et notre avenir. Car si les civilisations d'hier sont tombées dans l'oubli, si leurs savoirs se sont éteints pour renaître des siècles plus tard, il est possible que ce soit moins un accident qu'une loi universelle. L'histoire humaine pourrait bien être une pulsation, une respiration cosmique, un cycle sans fin où les mondes meurent pour mieux renaître. Toutes les civilisations anciennes ont intégré cette idée dans leurs récits. Les hindous parlent des yugas, des âges successifs de l'univers, chacun plus dégénéré que le précédent, jusqu'à ce que le cycle recommence. Les Grecs évoquaient les âges de l'homme, or, argent, bronze et fer, qui s'enchaînaient inexorablement. Les Mayas mesuraient le temps en grands cycles cosmiques, où chaque fin d'époque n'était pas une conclusion, mais une transition vers un nouveau commencement. Même les mythes mésopotamiens et égyptiens évoquent des destructions périodiques, des déluges, des réinitialisations du monde. L'humanité, dans cette vision, n'avance pas. Elle tourne, elle revient, elle répète. Ce modèle circulaire de l'histoire offre une explication possible aux mystères que nous avons explorés. Si des civilisations ont fleuri avant Sumer, si des savoirs avancés ont existé dans un passé reculé, s'ils ont disparu pour réapparaître plus tard sous d'autres formes, c'est peut-être parce que nous vivons dans une spirale d'oubli et de mémoire. Les hommes d'aujourd'hui pourraient être les héritiers, non d'une seule lignée, mais de multiples renaissances successives. Et dans ce cas, ce que nous appelons progrès ne serait qu'une réminiscence, la redécouverte à chaque cycle de ce qui fut autrefois connu. L'idée du cycle historique n'est pas seulement une métaphore, elle s'enracine dans les faits. À plusieurs reprises, l'humanité a atteint des sommets avant de retomber dans l'ombre. L'âge de bronze connut l'essor de cités florissantes, d'échanges complexes, de techniques avancées, puis s'effondra brutalement vers 1200 avant notre ère. L'Europe romaine construisit des routes, des aqueducs, des bibliothèques, puis sombra dans des siècles de repli. L'Empire maya développa un savoir astronomique raffiné, puis disparut presque entièrement, laissant ses cités envahies par la jungle. À chaque fois, ce qui semblait perdu finit pourtant par renaître ailleurs, sous une forme nouvelle, souvent plus élaborée. Ce cycle n'est pas seulement historique, il est aussi culturel et spirituel. Les idées aussi connaissent de temps des renaissances. Des concepts philosophiques oubliés réapparaissent encore des siècles plus tard, sous des noms différents. Des intuitions scientifiques anciennes sont redécouvertes par d'autres esprits.
Des symboles archaïques continuent d'habiter nos rêves et nos mythes. Même nos peurs et nos espoirs semblent revenir, habillés d'habits nouveaux, comme si quelque chose au cœur de l'humanité refusait de mourir, comme si la mémoire de ce que nous avons été continuait de nous hanter, de nous guider, de nous façonner. Cette perspective transforme notre compréhension du temps et de notre place dans l'univers. Elle suggère que nous ne sommes pas simplement en route vers un avenir inédit, mais engagés dans une danse ancienne dont nous ignorons les pas. Chaque génération croit être la première à se poser certaines questions, sur l'origine, sur le destin, sur la nature de l'univers, mais elles furent posées bien avant, par d'autres peuples, dans d'autres langues, sous d'autres cieux. Et chaque génération, à son tour, y répond avec les outils dont elle dispose, avant que ces réponses ne s'effacent et ne reviennent sous une autre forme dans un autre âge. Cela peut sembler décourageant. Si tout se répète, à quoi bon chercher, bâtir, comprendre? Mais cette vision n'est pas fataliste. Elle nous rappelle que chaque cycle n'est pas identique au précédent. L'histoire ne se répète pas, elle rime. À chaque retour, quelque chose a changé. Une idée s'est affinée, une connaissance s'est approfondie. Une conscience s'est élargie. Peut-être que l'objectif de l'humanité n'est pas de fuir le cycle, mais de l'habiter consciemment, d'apprendre à reconnaître ses motifs, à anticiper ses crises, à préserver ce qui mérite de l'être avant que l'oubli ne frappe à nouveau. Si nous acceptons cette vision, alors notre responsabilité devient immense. Nous ne sommes pas seulement les héritiers d'un passé ancien, nous sommes aussi les gardiens du futur. Ce que nous faisons aujourd'hui, les savoirs que nous transmettons, les valeurs que nous défendons, les mémoires de mémoire que nous préservons, déterminera ce qui survivra au prochain effondrement. Car il y en aura un. La question n'est pas de savoir si notre civilisation chutera, mais quand et comment. Et lorsque cela arrivera, ce qui restera de nous ne sera peut-être pas nos tours de verre ou nos machines, mais nos idées, nos récits, nos symboles. C'est là, peut-être, le sens profond de ce long voyage dans les âges oubliés. Il ne s'agissait pas seulement de fouiller le passé, mais d'apprendre à le reconnaître en nous, d'admettre que nous ne sommes pas les premiers, que nous ne serons pas les derniers, et que la grandeur ne se mesure pas à la durée d'une civilisation, mais à sa capacité à transmettre quelque chose au-delà d'elle-même. Si nous parvenons à comprendre cela, alors même notre chute future ne sera pas une fin, mais un passage. Peut-être que dans 10 000 ans, une autre humanité surgie de nos cendres regardera les étoiles avec la même fascination. Peut-être fouillera-t-elle nos ruines comme nous fouillons celles de Sumer, se demandant qui nous étions, ce que nous pensions, ce que nous espérions. Peut-être lira-t-elle nos récits comme nous lisons aujourd'hui les mythes anciens, et dans nos paroles, elle reconnaîtra les siennes. Elle découvrira que nous, aussi, faisions partie du grand cycle, et que d'une certaine manière, nous ne sommes jamais vraiment partis. Ainsi s'achève ce voyage à travers les âges oubliés. Ce que nous avons découvert n'est pas seulement une histoire ancienne, mais une vérité intemporelle. L'humanité est une mémoire qui s'écrit, s'efface et se réécrit. Chaque pierre posée, chaque mythe raconté, chaque idée transmise est une graine semée dans le sol du temps. Certaines germeront dans des millénaires, d'autres ne reverront jamais la lumière, mais toutes participent à cette grande respiration. Et dans ce souffle infini, une certitude demeure, rien ne se perd vraiment. Les civilisations meurent, mais leurs traces persistent. Les savoirs s'effacent, mais leurs échos résonnent. Les âges tombent dans l'oubli, mais leur esprit se perpétue. Car le passé n'est pas derrière nous, il vit en nous, il nous façonne, il nous guide. Et tant que nous continuerons à chercher, à nous souvenir, à raconter, nous ferons partie de ce cycle éternel, ce grand champ silencieux qui relie l'aube de l'humanité à son destin le plus lointain.